Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Pour la suite de notre format spécial en deux parties, nos attentes de 2023, c'est l'émission qui ouvre traditionnellement l'année sur First Print, puisque voilà, on vous parle avec l'ami Corentin ici présent de ce qui nous excite le plus dans l'année à venir. Alors on vous a fait ou pas là du coup ou pas voilà. ou pas du coup, parce qu'effectivement la deuxième partie de cette émission sera peut-être moins alléchante, puisque effectivement du côté des comics on choisit vraiment ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce sur lequel on veut s'enthousiasmer. Là c'est la partie écran, donc en fait le programme on pourrait aussi juste ne parler que de ce qui nous intéresse, sauf que dans ce cas l'émission ne ferait peut-être qu'un quart d'heure, et donc on va un petit peu faire le débrief de ce qui nous arrive du côté des séries télé, des jeux vidéo et du cinéma, et discuter avec l'ami Corentin tout simplement de ce qui nous intéresse le plus. Tout simplement, c'est donc la deuxième partie de notre émission Attente de 2023 spécial écran. C'est parti, générique. Oui, Corentin, tu allais dire quelque chose avant que le générique ne se lance? Parce que j'ai réécouté du coup l'émission Perspective sur les comics. En fait, on a plus parlé de l'état du marché et fait une sorte de petit bilan de ce qu'on avait comme perspective justement, voilà, pour cette année. Là, je pense que ça va être un peu pareil parce que en fait, la liste, comment dirais-je, abstraite de ce qui nous intéresse là, elle pourrait être très courte. Et c'est plus intéressant de faire une sorte de point sur comment va se comporter le marché du cinéma de super-héros en 2023 par exemple. Où là, je pense qu'après l'échec de Black Adam constaté, c'est plus juste relatif, c'est échec constaté. Après les fameuses critiques sur la phase 4, la dégression progressive des contenus originaux, il y a quand même une année de transition qui s'annonce à mon avis. Et même plus que de transition, je dirais complètement de changement de paradigme en fait, parce que j'ai l'impression que en fait c'est vrai qu'il y a ce constat-là au final que même si les films de Marvel Studios continuent d'être des succès au box-office et que les séries de Disney+ sont visiblement regardées, il y a effectivement à la fois l'industrie qui se rend compte que la stratégie du streaming, enfin du tout streaming, ne fonctionne pas, et que en fait que toutes les plateformes qui ont décidé pendant les 3 dernières années d'investir dans la production de contenus originaux perdent beaucoup trop d'argent par rapport à ce que ça rapporte, même si on accroît son nombre d'abonnés. C'est-à-dire que Disney donc perd de l'argent même si elle a une croissance à 2 chiffres sur son nombre d'abonnés sur Disney+. Et aussi effectivement que du côté de leurs films, en fait il n'y a pas l'engouement que les films pré Infinity War en fait suscitaient, parce que, et moi c'est ce que je pense vraiment, c'est que on manque d'un point de mire. Moi je pense que le plus grand public il aime bien un peu savoir ce qu'il attend, parce que c'est comme ça, on le reconnaît, que en fait t'es plus conforté en fait quand tu sais vers quoi tu te diriges. Et la phase 4 en fait elle a vraiment juste donné l'impression de présenter des personnages et des trames d'histoire, mais il n'y avait pas le big boss à la fin. Oui. Et donc, à mon avis, tout le challenge même de cette première année de 2023, mais on va parler du cinéma en deuxième partie, mais ce sera avec Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ce sera sûrement de dire, bon, est-ce que Kang peut vraiment devenir le nouveau Thanos, en fait, et est-ce qu'il arrive à fédérer le public de nouveau vers l'hypothèse de la grande menace qui sera dans 2 ans après dans Kang Dynasty, puis avec Secret Wars. On en reparlera, comme tu dis, sur le cas particulier de ce film, mais c'est vrai que je pense pas qu'on en parlera en front page parce que c'est juste une déclaration de col blanc, donc c'est pas forcément un truc super important dans le paysage de l'actualité. Mais c'est vrai que là il y avait récemment les déclarations de Gunnar Weidenfels, le CFO, donc Chief Financial Officer de Warner Bros Discovery, donc le bras droit ou gauche de David Zaslav. Et contrairement, on sait qu'on s'est plaint, nous, du point de vue utilisateur, ou client ou fan, de comment Zaslav était arrivé, avait coupé beaucoup de têtes, déprogrammé beaucoup de programmes, annulé des films, Bad Girl notamment. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu l'écoutes lui, contrairement à Zaslav, qui a vraiment une vision un peu gourou d'entreprise, un peu agaçante d'ailleurs, je trouve, quand lui il t'en parle, en fait, il dit que c'est tout à fait normal et que tout ça en fait a été réfléchi, c'est pas juste des tarés qui sont arrivés pour taper dans la fourmilière. Et qu'effectivement, il dit que Netflix et Disney+, et peut-être Prime, alors là on pourra se poser la question parce que c'est un cas très particulier, Prime Video, vont en fait avoir les mêmes décisions dans l'année qui s'annonce. C'est-à-dire que effectivement il y a eu cette espèce de logique de on investit beaucoup, et Netflix on l'a vu, à une époque c'était une série tous les 3 jours, un film tous les 3 jours, pour essayer de conquérir des parts de marché, pour accroître sa base d'abonnés, et qu'en fait tu dépenses de l'argent, t'en gagnes pas en échange ou pas assez, à un moment donné ça finit par se voir. Et effectivement
Je pense vraiment que, comme voilà, pour citer nos politiciens, d'ailleurs je l'ai mis dans l'article de Comics Blog, la fin de l'abondance sonne. Et à côté de ça, on a effectivement le succès de films comme Top Gun Maverick ou certains gros Marvel qui arrivent encore à montrer, ou même encore une fois No Way Home. Hein. Je sais pas si on aura un No Way Home cette année pour le coup au niveau de l'énorme truc, mais on a Avatar par exemple qui est en train de devenir un peu le nouveau Star Wars de notre génération, le Star Wars du 21e siècle, tu vois, qui montre que les gens sont prêts à aller au cinéma et même prêts à payer pour des expériences visuelles comme le Dolby Vision, comme l'IMAX 3D, la HFR, etc. Donc peut-être qu'en fait cette espèce de bulle qui a été cristallisée par le Covid aussi, parce que c'est de la Covid, hein, c'est Killar et Chapek, c'était dans il faut du tout streaming parce que c'est le Covid, les gens vont plus au cinéma et tout, pardon. Peut-être qu'on est en train d'en sortir pour de bon, et ça posera aussi la question, bah, pour moi vraiment de manière très prenante, des budgets qui sont alloués à des trucs comme les séries Marvel Studios, où on sait que de sources plus ou moins fiables, c'était 25 millions par épisode. Ça me paraît énorme pour une série comme Hawkeye par exemple qui tirerait plutôt entre 15 et 20 millions. Ça par exemple, voilà, et en plus quand on voit le résultat sur She-Hulk où les effets spéciaux ont un peu déçu, pour être poli, on pourra se poser la question de est-ce que vraiment Marvel Studios va continuer d'investir autant quand on sait justement ces problématiques de streaming, ces problématiques de retour sur investissement, de qu'est-ce que tu dois investir pour avoir des bons effets spéciaux en série télé sur du long terme et tout. C'est pour ça que moi je parlais de transition, mais effectivement comme tu dis ça peut être aussi juste une année de déclin général de la prod série télé ou film streaming à échelle industrielle quoi. Ouais. Alors parmi les productions qui arriveront très rapidement, enfin qui doivent arriver rapidement, même si c'est vrai qu'à l'heure où on enregistre en fait on n'a pas encore eu de date de diffusion précise pour Secret Invasion sur Disney+. Non, je crois pas, effectivement on a eu des trailers mais qui ne devaient pas préciser à mon avis quand ça sortait précisément. Alors bon, celle-là, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'une des séries qui justement risque de faire le moins de bruit. Enfin, ça dépend ce qu'ils mettent dedans en termes de, tu sais, de grandes révélations, de grandes retcons. En fait, lui, c'est un scroll depuis le début et tout. Bon, le plan, il est tissé depuis Far From Home. Enfin, non, techniquement depuis Captain Marvel, mais après, voilà, Far From Home est tombé. On a découvert que les scrolls étaient implantés sur Terre. Ça a été réutilisé à la fin de WandaVision. Et il y a eu la scène post-gen de No Way Home où on voit Fury dans l'espace. Moi, j'ai l'impression un peu que celle-là, elle fait pas beaucoup de boucan. En l'occurrence, c'est vraiment la série Nick Fury pour faire plaisir aux fans de Sam Jackson. La série d'espionnage. Peut-être pour faire plaisir à Sam Jackson lui-même, en fait. Probablement. En plus, mais on sait que Kevin Feige a ses têtes et que Jackson, c'est un des plus fidèles. Il l'a depuis tout début. Hein. Ça fait quand même 15 ans cette année pour Nick Fury. Donc, à mon avis, voilà, c'est plus un caprice ou un cadeau qu'il voulait faire à Sam Jackson. Ils disent que ça aura un plan par rapport au plan paramilitaire avec Armor Wars et les Thunderbolts. Oui, c'est vrai, ils disaient que Armor Wars était dans la continuation de Secret Invasion. Voilà, et donc tu sens qu'ils vont dropper des nouvelles organisations d'espionnage à la Marvel. Je pense que toi, t'en attends. Moi, le trailer m'avait pas forcément plus saucé que ça. Bah non, surtout que je savais pas quoi en penser en fait. Mais je t'avoue que c'est ça, c'est qu'on va pas vouloir faire non plus une heure de podcast en disant ouais, je sais pas quoi en penser, je sais pas trop quoi m'entendre, parce que sinon ça va vraiment être un peu trop le podcast des connards élitistes blasés qui ne jurent que par les comics, hein. Mais par contre, c'est vrai que celle-là ne me dit vraiment, enfin, parce qu'en plus par rapport à ce qu'est réellement Secret Invasion dans les comics et l'envergure que ça, bah à force nous on sait très bien, on se doute bien que ça n'aura pas du tout cette même envergure. Et forcément, bah, on part déjà un petit peu, je dirais, défaitiste parce qu'on sait qu'on va être perdant. Et puis honnêtement, quand on a vu que la dernière fois que vraiment qu'une production Marvel s'inspirait de vraiment à fond de comics, bah il y avait Thor Love and Thunder dans l'eau et Moon Knight. Alors certes, il y avait She-Hulk aussi d'un côté, mais ça contrebalance pas. Et ils ont tellement eu tendance à souffler le chaud et le froid sur leur phase 4. Que Secret Invasion reste un produit encore de cette période-là qui était monté avec Chapek qui était derrière, et bah bizarrement je lui fais pas plus confiance que ça en fait. Bah oui, en plus mais c'est vraiment tout enfin t'as tout dit, tu vois, il disait on fait House of M en série Disney+ sur 6 épisodes, tu dirais vous êtes fous, ça c'est un crossover de cinéma, c'est un truc qu'il faut mettre sur grand écran. Et là le fait que même dans le trailer il y a aucun super-héros, c'est vraiment juste les agents du Shield, tu vois. En plus on peut se poser la question du propos politique de la série parce que on a vu que le tournage c'était en partie en Russie. T'as Emilia Clarke qui va se ramener, voilà, qui va jouer a priori par une sorte d'espionne. Le côté paranoïaque qui pourrait être intéressant aujourd'hui parce qu'en plus on sort de l'ère Trump aux États-Unis, il y a encore tout ce côté ils sont parmi nous, etc. Mais enfin moi ça risque de vieillir assez vite comme produit, quoi. J'ai l'impression en termes de pure analyse politique de la situation, l'espionnage et tout. Non, mais après il faut pas mettre de la politique dans les séries télé, Corentin. Mais en plus c'est con parce que c'est un pan qui travaillait plutôt pas trop mal, le Captain America Winter Soldier, que t'as un peu le début. Ah bah attends, c'était il y a 10 ans maintenant. Oui, bah je sais bien. C'était un peu le début de ce côté
Nos mecs qui ont des flingues et qui vivent dans les ombres existent aussi dans le monde de Marvel Studios. Il y a l'Hydra, il y a le Shield, il y a le Sword et tout. Bon, le Sword, on l'a vu dans WandaVision, ça sert à rien du tout. Enfin, voilà, donner une sorte de, ouais, ils sont méchants et tout. Ils ont travaillé un petit peu ce côté-là avec Julia Louis-Dreyfus récemment. Mais c'est pareil, ça tient pas enfin, je veux dire, dans Black Panther Wakanda Forever, c'est typiquement le point noir du film. Bah parce que ça sert à rien, enfin elle est pas exploitée. Oui, c'est ça. Donc, elle est présente pour juste dire, regardez, ce personnage que vous avez vu dans une série télé en fait est de retour, et dans Black Widow aussi, et puis c'est tout. Ouais, même Martin Freeman, hein, je veux dire, les Fred Ross, c'est vraiment devenu juste un 4e couteau. Donc ouais, tout ce qui va être dans la série, lui, en plus. Je dis, moi je dis qu'ils ont mis Martin Freeman juste pour que le public blanc conservateur puisse s'identifier quand même, parce que sinon ils allaient avoir trop de mal. Et parce que je pense qu'ils voulaient des scènes plus comiques, on va dire, même si toutes les scènes comiques de Freeman sont ratées dans le film, bien malgré lui, parce que c'est un acteur comique extraordinaire. Mais oui, tu vois, ça par exemple, justement, c'est un peu triste, parce que tu vois d'un côté le Wakanda Forever avec cette civilisation qui est pleine de technologie, qui affronte un peuple atlantéen, c'est super épique, c'est super homérique et tout. Et à côté, t'as le petit blanc aux États-Unis qui s'engueule avec son ex dans une bagnole, tu vois. Ça fait vraiment voilà à quoi on en est réduit par rapport à ce pan paramilitaire, espionnage et tout, qui fait du coup plus rêver grand monde, j'ai l'impression, parce que même Falcon et Winter Soldier, qui était pour moi une énorme déception. Donc voilà, je sais pas exactement moi si c'est ça que je vais attendre en 2023. Alors par contre, il y a une autre production Marvel qui arrive en début. Super négatif. En début, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça. Non, mais là justement, on contrebalance parce que dans les productions qui arrivent cette année du côté de Marvel, mais en animation, ça débarque sur Disney Channel. Donc je sais pas si la diffusion française comment ça va se faire, mais ça arrive en février. C'est Moon Girl et Devil Dinosaur. Disney Plus, je pense, non? Disney Plus France. C'est pas assuré. En tout cas, pour l'instant, il y a rien qui est annoncé. Mais par contre, je sais pas si t'as vu les trailers ou les extraits, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est typiquement un de ces produits qui sort de l'héritage Cartoon Network et Tartakovsky, et aussi en niveau de l'esthétique fluo pop électrique de Spider-Verse forcément. Ouais. Et on a l'impression en fait que Spider-Verse, sans le vouloir, a enfanté une sorte de petite école qui commence un peu à poindre, avec par exemple le film Intergalactic aussi de. Oui, je l'ai pas vu, mais j'ai vu passer les visuels. Voilà, c'est très très inspiré. C'est le violet Spider-Verse en fait. Ouais. Et comme l'autre film d'un des 3 réalisateurs, tu sais, qui devait faire un truc avec une nana qui fait du kung fu. Powers. On n'a pas eu de nouvelles de ça? Non, toujours pas, non. Mais voilà, bref, moi c'est vraiment ce genre d'héritage là qui me plaît. Moon Girl, c'était plutôt une bonne idée en plus pour réinventer le concept de Moon Boy de Kirby, qui est peut-être pas le concept le plus accessible du monde chez Kirby. Un personnage qu'ils ont pas forcément mis trop en avant chez Marvel en plus, donc c'est plutôt chouette de la voir avoir son petit produit à elle. C'est Laurence Fishburne à l'approche, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il donne sa voix ou Beyonder dedans. Voilà, mais franchement, effectivement, pareil, mater les trailers si c'est pas fait. Nous on le dit souvent, les comics c'est souvent meilleur en animation qu'en image réelle, et là c'est exactement un truc qu'un bon fan de comics. Enfin, un bon fan de comics, c'est pas de bon fan de comics, je veux dire. C'est quoi la différence entre le bon fan de comics? Le bon fan de comics, il voit une BD et il la lit. Ouais. Le fan de comics, il voit une BD et il la lit. Mais c'est un mauvais fan de comics. Je me demande s'il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent qui n'ont plus cette référence avec le temps. Non. Ça commence pas à devenir trop vieux, en fait. Non, ça c'est, un des intemporels. Ouais. En plus, depuis que McFly et Carlito font des reprises de leurs sketchs. Oui, voilà, c'est ça. Au secours. Mais donc, du coup, ouais, voilà, c'est vraiment un truc super cool. On sent qu'on va se régaler devant, ça va être le petit plaisir de chaque semaine. Moi, je suis content. Ouais. Tu vois, voilà. En plus, on sait que Feige avait un peu coq-bloc Hulu avec les Offenders et tout. Bon, là, c'est pas l'animation pour adultes. Non, c'est un produit jeunesse. Hein. Ouais, mais on manque d'anime, tu vois, je trouve. Marvel Studios, en fait, ils ont fait beaucoup d'efforts financiers sur les images réelles. On n'a qu'une série animée pour l'instant, c'est What If. Pour l'instant. Qui visuellement, on peut le dire avec le recul, est pas terrible. T'as vu comment je suis poli en 2023? C'est une bonne résolution. Ouais. J'allais dire nul à chier, mais j'ai pas dit. C'est propre. Comme toi avec les jeux de mots, tu vois, tu les dis pas, mais tu les dis quand même. C'est ça. Du coup, qui était nul à chier, qui était pas terrible. Et voilà, enfin, on aimerait justement plus souvent ce genre de trucs. Je pense que t'es un peu sévère quand même sur le côté nul à chier, parce qu'il y a quand même des trucs plutôt sympathiques. Oui, en plus, non, mais je suis méchant parce que j'ai pas détesté certains épisodes de What If. Mais la saison 2 doit arriver cet été d'ailleurs. Ouais, tout à fait. On n'a pas d'infos encore sur le contenu? Pas et pas de date non plus encore. En fait, c'est marrant qu'on n'ait pas à l'heure actuelle où on enregistre. En fait, il y a encore peu de choses qui ont été dévoilées vraiment sur d'autres sorties, mais après, c'est aussi les calendriers de communication, tout simplement, de ces productions-là. Pour l'instant, à l'heure où on enregistre Marvel Studios, c'est Ant-Man and the Wasp Quantumania qui doit lancer la phase 5, et donc on enchaînera ensuite, je pense. Mais pour What If, en plus, je pense, vu comment ils traitent les studios avec qui ils bossent en général, c'est peut-être que tout n'est pas prêt, en fait, encore à être montré, simplement. Ouais, mais j'espère que ça arrivera, parce qu'on a aussi des suites, enfin, parce que en termes d'animation, Marvel Studios a quand même
Et Marvel Zombies. Voilà, qu'il y aurait Marvel Zombies, qu'il y aurait le Spider-Man Scholarship, là, je sais pas. Oui, Freshman Year, merci. X-Men 97, a priori, ce serait pour cette année aussi. Ouais, ça c'est pour cette année, c'est sûr. Plutôt en fin d'année. Donc il y a quand même un pan de Marvel Studios qui investit l'animation, qui arrive ou qui est sur le point d'arriver. Donc on peut quand même s'en réjouir. Bah, Freshman Year, moi je l'attends vraiment à mort pour le coup. Parce que déjà les artistes qui sont mobilisés sont souvent des artistes qui viennent des comics, parce que c'est... Oui, il y a Chris Anka, je crois, dessus. Il y a Chris Anka, il y avait... C'était pas Redondo. Non. Non, mais il y avait un mec qui a un nom, voilà, parce qu'il y a beaucoup de latino-américains qui travaillent dans l'animation et les comics. Mais j'ai pas retrouvé, là, ça va m'énerver. Mais attends, mais non, j'ai pas retrouvé, ça va m'énerver, c'est pas grave, tant pis. Donc... C'est pas Paolo Rivera? Peut-être qu'il y a... Putain, il y avait peut-être du Rivera. C'était Phenom qui avait fait un tweet sur tous les animateurs qui étaient là et qui étaient les auteurs de comics. Il faudrait que je le retrouve, je suis désolé. Mais donc, ça, effectivement, en plus, c'est une lecture qui est vraiment uchronique par rapport à Marvel Studios. On va pas suivre Tony Stark Jr., mais on va vraiment suivre Peter Parker s'il avait croisé un personnage de la mythologie arachnéenne, c'est-à-dire Norman Osborn, avant de croiser Tony Stark. Donc déjà, l'idée est super bonne, quand même, parce que c'est ce que les fans de Spider-Man veulent depuis Civil War, en fait, justement. C'est-à-dire avoir une lecture qui revient au fondamental de l'araignée. Ce que Sony a l'air d'avoir compris, parce qu'ils vont le faire enfin au cinéma, ça a l'air généreux en animation, et je me demande pareil s'il n'y a pas un petit effet Spider-Verse, tu vois, pas visuellement, mais dans l'idée qu'en fait, ça y est, on s'est rappelé tous collectivement que on avait grandi avec des cartoons Spider-Man, que c'était génial de bouffer le samedi matin avec le Peter Parker des années 90, puis celui de Ultimate et les séries qu'il y a eu entre temps ou en parallèle, et que tout le monde en fait rêve d'un petit cartoon Spider-Man, parce que c'est le héros qui est le mieux fait pour ça. C'est-à-dire qu'il a les vilains les plus télégéniques. Il a ce côté collège, étudiant qui fait que il est beaucoup mieux en feuilleton qu'en film finalement. Et franchement, les premiers visuels, ils avaient l'air top. Tu vois, les designs sont top, les costumes sont top, tout est cool. X-Men 97, ça, là, je pense qu'on est vraiment plus sur un produit qui est fait pour une génération de fans qui sont un peu plus vieux que nous, à mon avis. Voilà, c'est le tananana qui va revenir, c'est cette école Jim Lee, cette école Claremont. Une série qui apparemment est considérée pour beaucoup comme l'une des meilleures séries animées de super-héros avec les Batman TAS. C'est vraiment un truc pour adultes qui adapte fidèlement les arcs de Claremont avec l'esthétique de Jim Lee. Monte à moi, j'ai vu beaucoup d'épisodes quand j'étais gamin, mais j'ai jamais vraiment été au point de m'accrocher au truc. Je crois que c'est là que viennent les traductions un peu bizarres des personnes des Serval et tout, non? Ou c'est encore plus violent, ça date d'avant, ça. Okay, d'accord. Bah, moi, j'ai découvert quand j'étais gamin, et pour moi, Serval, ça a toujours été Serval avant que les films de Singer arrivent au cinéma, et du coup, j'ai dit, c'est qui, Wolverine? Voilà. Anecdote super intéressante sur ma vie personnelle. Mais donc, ouais, j'ai vu que quelques fans étaient au rendez-vous, comme Clone Web, par exemple, qui est vraiment, mais je pense que pareil, c'est pareil pour Joe, tu vois, c'est vraiment, c'est gens entre 35 et 40 ans, ou un peu plus. 40 ans. Voilà. Qui justement sont au taquet parce que c'est un vrai fantasme, et l'équipe, c'est quasiment l'équipe originale de scénaristes qui milite depuis quasiment 10 ans auprès de Marvel et de Kevin Feige et de Disney pour qu'on le laisse faire ce truc-là. C'est exactement en fait le principe des comics nostalgiques qu'on a en ce moment depuis quelques années. Ouais. Des X-Men Legends, des Maestros et compagnie. C'est fait pour les vieux fans, tant mieux. En plus, ça va peut-être amener justement un style et une école d'animation qu'on a un peu perdu en chemin, avec peut-être plus de trame, parce que quand même c'était un peu rigide à l'époque. Ce serait peut-être l'occasion justement pour nous de redécouvrir cette série depuis le début, parce que je crois qu'elle est pas encore dispo sur D+. Je sais plus si celle-là liée ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une variété qu'on apprécie. Voilà. Et la variété, c'est Christophe Maé. Voilà. Ouais, par exemple. Je pense à Patrick Sébastien, mais du coup, on est dans le genre. C'est que vous n'avez pas les yeux fous d'Arnaud quand il voit l'occasion d'une blague qui lui arrive devant les yeux. Il est en mode genre, attends, viens là. Et après, il dit non, en fait. Ça s'illumine. Mais justement, puisqu'on est toujours dans l'animation, autre chose qui devrait nous arriver en 2023 qui nous hype forcément, c'est la saison 2 d'Invincible. Ouais, grave. Ça nous hype parce que la saison 1 était bien. Il y a que moi qui vais parler, en fait, là. C'est ça? C'est un de ces podcasts. C'est un de ces podcasts, peut-être. La saison 1 était bien. C'était donc une réécriture intelligente de Invincible. On voit que Kirkman avait bien profité justement de ce repassage sur le scénario des premiers épisodes pour réintégrer toutes les retcons qu'il avait fait ensuite, comme le meilleur ami gay, qui était un truc qui est tombé super tard dans le comics, pour ajouter un peu des héros de couleur là où ça en manquait, pour que la dynamique de Omni-Man soit mieux digérée dans le temps, parce que c'est quand même du coup à la fois plus rapide dans la série animée et mieux foutu dans l'évolution du personnage ensuite. Et là, entre guillemets, le meilleur est à venir, puisque les Viltrumiens sont à venir, les arcs de voyage temporel sont à venir, enfin,
tout ce qui justement fait la légende invincible est à venir. On a vu que Battle Beast était déjà un petit passage, et que vu que Kirkman veut le bosser avec un petit spin-off, il avait déjà dit de toute façon qu'on verrait plus Battle Beast dans la série Invincible, parce qu'il a compris le potentiel de fan favorite absolu de ce gros tigre avec une grosse épée. Voilà, j'attends Freddie Mercury, j'attends la violence, j'attends Conquest, le combat contre Conquest qui va être incroyable. Ce sera pas peut-être qu'ils le feront pas tout de suite. Mais on sait pas. En fait, il a vraiment dit qu'il changeait l'ordre de pas mal de choses, tu vois. Il leur faudra un climax dans cette saison 2, et comme la fin de la saison 1 qui était le combat contre Omni-Man, spoiler, je sais pas, enfin, à mon avis peut-être pas, mais non, bah non, plus maintenant. Mais du coup, j'ai pas dit qu'il se battait contre Omni-Man. Donc ouais, non, pour le coup, mais Prime, de toute façon, pareil, on va en reparler dans la partie série télé. Pour moi, c'est un contrepoint intéressant justement à Disney+ et à la mainmise de Feige sur l'imaginaire super-héros, parce qu'entre The Boys et Invincible, on ramène du sang, on ramène de la violence, on ramène de l'écriture pour adultes qui ne se cache pas de faire des trucs pour adultes. D'aucuns diront que The Boys c'est un peu adolescent, je suis d'accord, mais c'est quand même avec des codes de série pour adultes. Donc franchement, kiff. C'est ça. Et personnellement, si je peux le dire, enfin, je suis toujours en contact avec les gens avec qui j'avais bossé pour la saison 1, donc j'ai bon espoir de pouvoir reprendre mon travail sur la saison 2 aussi. Et les gens sont ravis de l'apprendre. Eh bah oui, ils le sont effectivement. J'étais là chez eux, putain, j'espère qu'un il va quand même pas. Ouais, c'est ça. Non, les gens trois quarts avaient déjà oublié, j'en suis sûr. Mais ce n'est pas grave, parce que oui, justement, c'était la transition tout à fait trouvée, parce que je voulais parler justement de The Boys qui continue de s'agrandir en fait en termes de licence, parce que t'as la saison 4 qui va arriver, mais t'as surtout le spin-off Gen V sur les adolescents, lycéens, estudiantins qui vont à la fac et dont on avait parlé. J'adore trop ce mot estudiantin. On avait parlé en plus du trailer quand il était sorti, où ça avait l'air justement un peu plus sombre en fait ça avait pas l'air d'être American Pie dans la tonalité. C'est ça, c'était pas Blink 182 à la Zigmu ou comment s'appelle ce truc là, High School Musical non plus. Bah même je trouve que ça a l'air de bien se connecter à la trame générale de The Boys, qui est donc le corporatisme, vote international et compagnie. Ouais, puis la mainmise inquiétante en fait sur l'image publique. Tout à fait. Et même voilà, comme on l'avait dit, il y avait ce fameux plan The Boys avec une meuf recouverte de sang qui est la signature et de Garcenis et de la série télé. Pour l'instant, on n'a pas vu grand chose évidemment. On sait que la série a été en partie réécrite en cours de tournage pour justement prendre plus de liberté par rapport à la lecture de Kripke, parce que c'était Craig Rosenberg qui était le scénariste donc principal de The Boys, avec Kripke, son bras droit quasiment, qui était au départ prévu dessus. Ils l'ont foutu dehors pour mettre deux nanas à la place, enfin deux scénaristes femmes à la place, qui étaient Tara Butters et le nom va me revenir, c'était Isekas peut-être, Michel Isekas, je sais plus. Ils ont confirmé la saison 2, d'ailleurs, soyez en passant, puisque elle est déjà en cours d'écriture, donc Prime a vu les premiers épisodes et a confiance dans le produit. Donc c'est plutôt rassurant, je trouve. Au-delà du produit, j'imagine qu'ils ont confiance dans la marque. Ouais. Et, oui, mais justement. Et alors, quand je dis qu'ils ont confiance dans la marque, je parle de la marque The Boys, pas de la marque le philosophe du 16e siècle. Qui faisait le Lamarck. Celle-là, habile. Ouais. On apprécie, c'est intelligent, c'est cultivé, c'est recherché. Je suis docteur. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'apparemment, par exemple, de ce qui se dit un peu en interne, enfin, de ce que j'ai vu en copiant des news, c'est que par exemple, Prime était un peu moins chaud pour Diabolical, tu vois. C'est que même si la marque The Boys est là, en fait, ils ont toujours l'intention de donner une suite, on sait pas quand, mais pour eux, c'est pas une priorité du tout, et en fait, l'expérience de faire une anthologie animée, voilà, ça les a fait rigoler 2 secondes, mais c'est pas un truc auquel ils tiennent autant que Gen V, qui considère vraiment comme une sorte de vraie branche séparée, enfin, de vraie branche canonique et intéressante. Donc le potentiel de vente est peut-être plus important avec le live action comme d'hab. Ah bah bien sûr, surtout là en plus avec le côté adolescent plus violence, adolescent et universitaire plus violence. Je sais pas, en plus quand tu vois justement des trucs comme la série Mercredi de Netflix, bon en l'occurrence c'est pas étudiant, c'est vraiment lycéen. Bon, je vais pas me donner mon avis dessus parce que je ne veux vexer personne. J'ai vu qu'elle avait eu un grand succès, etc. De toute façon, c'est Chilling Adventures of Sabrina avec une nana qui fait la tronche, c'est pas compliqué. Mais on sait voilà que mélanger généralement de façon des trucs jeunesse avec des thématiques de genre, généralement ça plaît, généralement ça marche. On a tous regardé des trucs comme ça quand on était ado ou quand on était jeunes adultes. Donc oui, le public il est là, et là, comme tu le dis, la marque The Boys elle est forte. Par contre, ça va être chiant quand même. Parce que déjà toute l'année, les communicants de The Boys, ils font des petits contenus quasiment tous les jours pour alimenter le buzz autour de la série. Là, s'il y a 2 séries à couvrir en parallèle, Arnaud, ça va être relou. Tu vois, ça va être une news par jour The Boys, ça va me saouler, moi. Pourquoi? Mais il y a trop de trucs, là, les calendriers, les fausses publicités, les fausses interviews, les faux journaux télé. Bah, on fera notre propre tri en fonction de ce qu'on a à traiter. Ben, on traitera pas tout. Ce qu'on fait maintenant, parce qu'au début, quand The Boys allait sortir, puis est sorti, moi, je couvrais quasiment tout.
le faux calendrier de The Deep, tu sais, qui était comme ça, là, les crèmes pour la gueule, là, qui étaient absolument dégueu. Et tellement garçonniste, pour le coup, dans l'esprit. Mais voilà. Oui, moi j'avais couvert quand ils faisaient leur faux journal télévisé sur YouTube, alors que c'était quand même pas top. Seven on the Seven, franchement. C'était pas incroyable, mais au moins ils mettent les efforts. Et c'est bien pour ça aussi que ça marche. Oui, bien sûr. Enfin, ça, c'est pas que parce que le produit est bon ou que la série plaît à des gens, c'est qu'ils ont aussi un très très bel effort de communication et d'accompagnement sur différents types de supports et différents types de médias. Mais je crois qu'ils ont gagné des prix, l'équipe marketing. Ouais, c'est Océane qui m'en parlait, les CM ou quoi, ils ont ouais, parce qu'en termes de communication virale, ils sont très forts aussi. Ouais, carrément. Même pour réagir parfois à des événements du vrai monde et tout ça, ou pour parodier justement ce que fait la concurrence. Donc, non, ils sont vraiment très forts là-dessus, et clairement, ça a contribué aussi à asseoir la popularité, outre le fait qu'ils aussi avec Anthony Starr qui à lui tout seul steals the show, comme on dit dans le jargon, hein. Et paradoxalement, on parle de super-héros fatigue, et pourtant j'ai l'impression qu'en 2023 The Boys est beaucoup plus attendu que la saison 2 de Lord of the Rings. Tu vois, c'est rigolo quand même. Oui, mais parce que Lord of the Rings c'est apparemment les rincés, hein. Elle est éclatée au sol, ouais, même. Voilà, on peut le dire maintenant. Ça, je sais pas, j'ai pas regardé. Respect aux fans dont je suis. Non, mais je l'ai pas regardé, hein, je l'ai pas regardé. Fan du bouquin. A priori, donc là, on est quinté dans la première moitié de l'année, et plus on s'avance, plus on se dirige un petit peu vers des dates, des horizons de sortie un peu plus vagues. Je dirais, parce que Loki saison 2, Ironheart, donc pour revenir un petit peu à Marvel Studios, et potentiellement, alors on sait pas, les Agatha Coven of Chaos et c'est laquelle la dernière c'est tout, non? Attends, qu'est-ce que tu oublies là? Il y en a une autre que j'oublie qui a peut-être été décalée à 2024 aussi. Oui. Non, une autre. Mais c'est pas ça, va me revenir. Une récente en tournage, réfléchis pendant que je donne un avis général. Loki saison 2, ce sera donc la première série Marvel Studios à avoir une saison 2, ce qui est déjà plutôt cool. C'était pour moi la grande réussite de la phase 1 des séries télé de Disney+. Il y a encore beaucoup de choses à dire avec ce personnage, avec ce concept de multivers qui, de toute façon, la série qui avait quand même introduit le personnage de Kang et Jonathan Majors dans le rôle, a encore un rôle à jouer, je pense, par rapport à ce que tu disais dans cette envie de plan et de grande focale à long terme que va être Kang le Conquérant pour la phase 5 et 6. Donc, à mon avis, oui. C'était Echo, tout à fait. Putain, ça fait longtemps, Echo, qu'on en parle. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool pour Loki. De toute façon, c'est les mêmes équipes créatives, donc ce sera forcément, si pas aussi bien, au moins dans le même ton. Et il y a encore un multivers à explorer maintenant qu'il a été officiellement canonisé. Bon, pour Ironheart, sans avoir été particulièrement déçu par l'interprétation de Dominic Thorne, que je trouve tout à fait convenable, correcte, c'est une très bonne actrice pour le rôle. Moi, c'est toujours la même question, c'est comment tu fais Ironheart sans Iron Man. Est-ce que c'est pas juste le prélude de Armor Wars, et en même temps, est-ce que c'est pas aussi le prélude de Agatha, dans la mesure où il y aurait un certain Mephisto qui a pas été confirmé, qui a pas été infirmé non plus, qu'on sait pas, que manifestement même Deadline s'était un peu rétracté en disant c'est possible, mais on n'est pas sûr du tout. Donc voilà, moi personnellement, en fait, le problème c'est que Ironheart, c'est un personnage qui est tellement récent et que t'as tellement eu peu de volume à elle, en fait, qu'il n'y a pas 40 000 trucs que tu peux en tirer, surtout dans la version comics, elle est déjà un peu plus âgée que ce qu'elle a maintenant, ou en tout cas plus avancée en termes de situation. Là, s'il faut repartir des débuts à la fac, où elle se fait son armure, que je trouve d'ailleurs au design absolument pas terrible, encore une fois, pour être très poli, dans Wakanda Forever, franchement, c'était pas le truc que tu retenais du film. Donc à voir, après, écoute, moi j'ai pas de grief particulier contre ça. Pour Agatha, par contre, voilà, là, enfin, on ouvre le pan scientifique, magico-ténébreux de l'univers Marvel Studios, qui était quand même relativement absent. Il y avait Doctor Strange quand même. Il y avait Doctor Strange, mais Strange était quand même, tu vois, c'était quand même des mecs qui faisaient du fouet lumineux dans le premier, donc en mode Kung Fu et Inception. Et dans le 2, on te dit bien effectivement qu'il y a des magiciens, des vrais, enfin des sorcières, des vrais, et le Necronomicon, enfin c'est quoi déjà le nom de Marvel pour le book of Vishanti, c'est le premier, et l'autre, le truc des méchants. Ouais. Voilà, en tout cas, il y a les Vishanti, etc. Putain, je vais l'avoir. On dit qu'il y a une mythologie ténébreuse, comme dans What If d'ailleurs, tu vois. Le Necron, non? Non. Voilà, bon. ça va me revenir. Donc il y a justement ce truc-là, on t'en parle, mais quand même le gadget principal de Multiverse of Madness, par définition, c'est le multivers. On n'a pas vraiment encore eu un produit qui te prend vraiment la magie, la sorcellerie et les démons comme un truc vraiment utile, enfin central à l'intrigue. Parce que même dans le Loup-garou, le Werewolf by Night, c'est considéré, enfin tu peux même te dire que c'est pas canonique, hein, en vérité, vu comment c'est foutu. Ça peut arriver à n'importe quelle époque, c'est pas
très précieux à l'univers Marvel Studios actuellement. Donc on verra bien. C'est le retour de Catherine Hahn, quand même grande vedette de la télévision américaine. Super actrice au demeurant, je l'adore. Un casting qui est quand même plutôt cool. Aubrey Plaza aussi qui revient, enfin qui vient d'ailleurs, pas qui revient, mais qui vient après avoir fait Légion et Parks and Recreations avec Catherine Hahn aussi d'ailleurs. Plaza qui a plutôt le vent en poupe puisqu'elle a fait aussi récemment le film Emily the Criminal qui apparemment a bonne presse. J'ai vu son bon film, vous pouvez le regarder si vous avez envie de regarder un film. Voilà, il y avait qui, le gamin de Hurt Locker, donc a priori peut-être l'un des enfants Maximoff. Sûrement, effectivement. Et bon bah voilà, moi je suis quand même obligé encore une fois de poser la question, est-ce qu'un jour ils vont dégainer cette putain de carte Mephisto? Parce que là c'est l'endroit où ils vont arriver pour le faire. Pareil, c'est l'endroit où tu peux commencer à évoquer les vampires, donc à évoquer Blade. C'est l'endroit où tu peux commencer à dire peut-être que les mythologies Khonshu et compagnie, ça existe quelque part dans notre réalité. Enfin, faire une sorte de point pour tout ce qui n'a pas encore été connecté. C'est même une porte vers Ghost Rider. Hein. Tout à fait, effectivement. Alors, Marvel a ramené Ghost Rider en comics récemment, ramené Johnny Blaze en comics récemment. Apparemment, il y avait des plans l'année dernière pour que ce soit l'année de la vengeance. Moi, j'ai pas spécialement eu l'impression que c'était l'année de la vengeance. Non, mais il y a eu ces quelques numéros spéciaux, mais au final, ça a resté assez. Non, ouais. Enfin, j'ai pas l'impression que le public ait particulièrement réagi. Non. Mais donc, peut-être qu'effectivement, c'était une tentative de Marvel dans l'idée d'un jour faire revenir Johnny Blaze. Ce serait marrant. Moi, je suis pas contre. J'aime bien Ghost Rider. C'est un bon concept visuel. Mais en tout cas, la série, à part ça, qu'est-ce que tu peux en dire? C'est la suite de WandaVision. C'est l'un des 2 spin-offs avec Vision Quest. Voilà, c'est là probablement que tu peux ranger le fourre-tout des bestioles, des démons, etc. et ouvrir cette porte qui n'a encore une fois été ouverte que très mollement jusqu'ici. Et c'est le Darkhold, le bouquin. Le Darkhold, putain, mais oui, bien sûr, je suis con. Ce fameux bouquin. Mais voilà, le truc c'est qu'il y a aussi eu pas mal de rumeurs en fait sur l'état d'avancement de certaines de ces séries, notamment justement pour Coven of Chaos et Echo, puisque avec ce qu'on disait au début sur les limites en fait de la stratégie streaming, Disney+, ça on sait, va réduire le nombre de contenus originaux par année, et donc en fait l'effusion, la profusion même de contenu qu'on avait sur les PowerPoint de l'été 2022 de Kevin Feige risque d'être revu à la baisse. En tout cas, du côté des plateformes, c'est là où ils peuvent jouer par rapport au film, où clairement les enjeux économiques sont pas les mêmes, et décaler un film de plusieurs mois, ça c'est compliqué, parce qu'autant sur ta plateforme, c'est tes contenus que tu gères, mais au cinéma, t'es face à d'autres studios qui ont leur propre blockbuster et tout ça, donc ouais, et puis ils sont pas à l'abri. Et puis Disney maintenant se met en auto-concurrence avec ses blockbusters des différentes franchises. On a bien vu par exemple que Avatar, La Voix de l'eau, ils ont bien laissé le champ libre, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de concurrents frontaux. Mais ils sont pas non plus à l'abri d'autres différents créatifs, comme il y a eu sur le film Blade récemment, où il a fallu repartir à zéro, virer le metteur en scène, virer le scénariste, reprendre 2 personnes, etc. Il y a d'autres projets comme ça. On imagine quand même que par exemple Fantastic Four, qui a priori la priorité de cette année de Feige, c'est de mettre 4 noms sur les 4 personnages principaux, que le casting allait être vraiment le gros truc déterminant pour la dernière phase de l'organigramme. Ça c'est pareil, ça peut être des tractations qui prennent du temps. Et moi je verrais bien justement Feige enfin remettre un petit peu, parce que on sait que Bob Iger, enfin on sait, encore une fois de ce qui se dit, Bob Iger serait pas forcément des plus rassurés par justement ce qui s'est passé au niveau des scandales sur Black Widow, le scandale, l'espèce de petit bruit qu'a fait la gestion des effets spéciaux pendant la présence Chapek, etc. Et qu'ils remettent un petit peu à Feige des lignes bien claires, en mode maintenant on arrête les conneries, on va essayer de faire un truc un peu plus propre. Et même si Iger est pas un mec qui est dans la recherche de la qualité à tout prix, le fait est que les trucs justement comme l'accueil public de séries comme She-Hulk ou de certains produits que les Américains ont pu qualifier de woke avec leur grande ouverture d'esprit, lui par exemple, on sait qu'Iger est attentif à ça. Tu vois, c'est un truc que justement il essaie toujours de ménager un peu la chèvre et le chou. Donc moi je le verrais bien quand même essayer de s'entretenir avec Kevin et faire un point avec Kevin. Et faire un point en mode bon voilà, ce qu'il faut quand même prioriser, il faut que là par contre ce soit bien, et quitte à reprendre des projets à zéro si jamais c'est pas bien engagé, quoi. Ouais, clairement. Et après il y a aussi d'autres du côté toujours des séries télé. Il y en a une que Corentin, tu m'as dit attendre avec impatience, que ce sera sûrement ton projet préféré de l'année et que t'avais vraiment trop hâte et que t'hésitais même à t'en faire saison 9 de The Flash. Et oui, putain. Yes. Oliver Queen qui revient, mon gars. Mais surtout Gotham Knights, justement. Gotham Knights. Ce sera sûrement la nouvelle. Ah, t'as réussi à trouver pire que The Flash saison 9, putain. Au niveau intérêt personnel, c'est fort, bravo. J'avais oublié. En fait, à chaque fois que tu m'en parles, je me rappelle que cette série existe.
Je suis content d'avoir qu'elle va exister. Je n'ai plus à écrire de news dessus. Après, techniquement, t'as aussi les spin-offs de The Walking Dead qui vont sortir cette année. Bon, après. Oui, mais ça, bon, est-ce que ça... Dites-nous dans les commentaires combien de gens continuent à suivre. Mais je pense que celui sur Negan, les fans vont regarder quand même. L'autre, c'est Daryl et... Ouais, bah, mais à chaque fois, t'as quand même une grosse tête d'affiche. T'as Daryl d'un côté, t'as Negan et Maggie de l'autre, et le dernier, c'est Michonne et Rick. Donc, Maggie, c'est une grosse tête d'affiche, hein. C'était un personnage préféré des fans. Ouais, je sais. Bah, là, j'aurais rien attendu, en vérité. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai arrêté Walking Dead. J'avais essayé de reprendre quand Negan est arrivé. Et en fait, le comparatif avec les comics m'a fait que j'étais en mode, bah non, mais les comics, c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas besoin d'avoir, en fait, une version série télé un peu plus cheapos. Donc, ce n'est que mon avis. Vraiment, là, je veux absolument pas vexer les fans de la série Walking Dead. Je l'ai regardé aussi pendant très longtemps. J'ai trouvé ça super bien. Mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, il est préférable de se remettre à la BD qui est, pour moi, à tous les niveaux supérieur. Mais, enfin, voilà. Et donc, j'ai pas spécialement grand chose à en dire. Supérieur, c'est un truc de Mark Millar. Rien à voir. Ah si. J'adore le aussi. Bah quand même. Mais non. Allez. Pourquoi t'avais dit plus de jeux de mots en 2023? Gotham Knights. Tu fais exprès, là? Mais j'ai reçu plein de DM cette semaine où ils m'ont dit non, faut continuer les blagues. Ah, ok. J'en ai reçu 3, quoi. Nous voulons voir ces 3 DM. Et nous ne masquerons pas les pseudonymes. Assumez vos kinks. Gotham Knights, t'étais pas chaud alors? Mais c'est sorti Gotham Knights, c'est le jeu là. Non, c'était pas terrible. C'était pas ouf du tout. Voilà. Bah, du coup, ce qui est dommage. Moins ouf. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un nom de produit qui va être associé à 2 trucs pas terribles en fait. Il y aura encore la cour des hiboux. Oui, je crois. Oui, bien sûr, il y aura encore des héritiers dans une Gotham City sans Batman. C'est ça. Avec la Joker's Daughter, mon gars. Que te dire? Bah, tout à l'heure, on parlait du côté mélanger les adolescents avec du genre. Ça, la CW le fait depuis très longtemps, et en l'occurrence, c'est rarement bien. Ça veut pas dire que c'est tout le temps mauvais. Encore une fois, Sabrina, c'était bien. Dans un sens, moi, je trouve que Riverdale, c'est probablement le produit Sabrina, le Netflix, plus second degré, le plus... Sabrina, c'est Berlanti Productions, pardon. Ouais. Sinon, Riverdale, c'était la CW. Oui, Riverdale, oui, mais pas Sabrina. Mais enfin, c'est le même tonneau, tu vois. Enfin, CW, pas CW, c'est Berlanti qui fait du Berlanti avec des filtres partout, des adolescents. Ouais, mais Berlanti, il est capable de faire The Flash, des trucs super débiles, cheapesques à la Legends of Tomorrow, puis à côté, il fait un truc Superman Lois qui est vachement mieux, ou même Doom Patrol. Tout à fait. Non, ça, c'est vrai que il commence à y avoir des contre-exemples. Mais là, quand même, t'avoueras qu'avec le trailer, on est plutôt dans l'école à l'ancienne. Ah non, mais de toute façon, le trailer qu'ils ont fait, c'est littéralement ce qu'ils avaient fait pour le trailer de Supergirl, en fait, où ils avaient fait un résumé, en fait, de l'épisode 1 en bande-annonce. Parce qu'en fait, ils avaient tourné que ça, ils avaient tourné que le pilote. Donc, en fait, la seule chose qu'ils avaient présenté, c'était la note d'intention, en fait. Oui, mais c'est suffisant pour voir les filtres, pour voir les ennemis contre les personnages. Mais une note d'intention que tu voyais en image, qui était juste une illustration du script de 3 lignes que tu avais déjà lu. Oui, en plus, c'est pas joli. Non. Les acteurs faisaient quand même Harpero dans cette série. Enfin, je veux dire, si ça, c'est pas un signe. C'est vrai. Pardon, Scott. Non, franchement, je pense qu'on va se marrer. Ça, c'est sûr. Je pense que Arnaud va entamer le pitch hebdomadaire cette semaine dans Gotham Knights, en hommage à ce plus grand run de tous les temps. Ça fait 2 fois que je te souffle l'idée. Voilà, je veux un copyright, du coup, sur l'idée. Je te ferai un procès. T'auras 50% des recettes. Waouh, sérieux? 50% de rien du tout? Donc ouais, non, c'est, mais quelque part, c'est cool que ça existe encore. Parce que tu vois, la CW s'éteint mollement, pareil, il y a des grosses problématiques par rapport au budget de cette série-là, etc. Et il nous reste quand même ce dernier petit souvenir, tu vois, ce dernier petit cadeau de Berlanti Productions pour nous remercier toutes ces années de fidélité à supporter. Parce que tu penses pas que la CW, malgré le changement d'acquisition, tu penses d'acquéreur, tu penses pas que Nexstar va quand même continuer de vouloir financer une petite partie de production estampillée d'ici? Une petite partie, mais par contre, il y a une réalité économique. C'est sans le, on avait publié pareil les chiffres. Par rapport à ça, la CW était pas peu rentable, elle était pas rentable, elle était déficitaire de folie, à hauteur de 300 millions, je crois, ou 600 millions par année. Donc s'il y avait pas en fait le milliard de Netflix, il y aurait pas eu toutes ces séries télé qu'on a mangé avec plaisir et enthousiasme. Donc non, moi, enfin, s'ils trouvent un deal avec Prime, Paramount+, j'en sais rien. Enfin, s'ils trouvent un mec ou une meuf qui veut bien signer l'échec pour entretenir la folie créatrice de ce grand génie incompris qui est Greg Berlanti, oui, c'est possible. Maintenant, en plus, si tu veux, c'est compliqué parce que j'allais dire que Berlanti pouvait aussi simplement s'exporter chez HBO Max et continuer ce qu'il fait déjà avec Doom Patrol et Superman et Lois en faisant d'autres séries télé, des spin-offs et tout. Mais dans le même temps, justement, les déclarations du CFO de Warner Bros. Discovery tendent aussi à dire que cette fin de l'abondance des plateformes de streaming va aussi passer par justement la recherche pour Warner Bros. De nouveaux partenaires.
Donc en fait, moi je verrais même Berlanti Productions faire des séries d'essais n'importe où. À partir du moment où en fait Warner Bros est prêt à parler avec Prime Video pour même dans ma diffuser chambre. Peacemaker, oui, exactement. Bah, rentre Greg, assieds-toi. Grégoire, bonjour. On aime beaucoup tes séries télé. Donc c'est pas vrai. Donc assieds-toi. Il va te taper maintenant. Oui, il est très en colère, il est tout rouge. Non mais tu vois, voilà, c'est que Peacemaker qui arrive sur Prime en France, par exemple, Batman Cape Crusader, dont j'attends des nouvelles quand même pour cette année, ça aussi. Oui, c'est vrai. Qui a priori irait pareil, peut-être chez Prime, peut-être chez Netflix, Sandman qui est déjà chez Netflix, Neil Gaiman qui a les envies de spin-off. Sandman, il y aura pas la saison 2 n'arrivera pas cette année. Non, bah, tu rigoles, pas du tout. Il y aura peut-être un épisode bonus, à la limite. Il y a pas The Old Guard 2 qui doit sortir cette année, par contre? Si, peut-être, ouais. Bah, quand à To Doom, ils avaient pas donné la date, je crois. Si, ouais. On les voyait en tournage en Italie, je crois, et ils avaient pas l'air d'être contents d'être là. Je n'avais pas noté les films Netflix, là, Extraction 2 et The Old Guard 2. Bah, Extraction 2, c'est vraiment, pour le coup, même plus une adaptation de comics, quoi. Ça, c'est émancipé. C'est la suite d'un comics qui a été adapté avec d'énormes libertés, au point que, à part le titre et le fait qu'il y a un héros qui sauve un mec dedans et qui tue des gens, il y a un synopsis que tu peux faire sans avoir les droits du comics. Voilà. Mais tu remarques qu'à la limite, je suis peut-être plus chaud, hein, tu vois, que The Old Guard 2, parce que le 1, quand même, était fadasse. De ouf, ouais. De folie. Non, mais il y a peut-être le film Prophète qui sort cette année, par contre. Oh. Et oui, peut-être. Mais attends, en termes de série télé, par contre, on a Umbrella Academy saison 4 aussi, je crois. Dernière saison, Sweet Tooth saison 2 aussi. Dernière saison. Peut-être. Espérons. Prions. Mais c'est pas impossible d'ailleurs que ce soit les dernières saisons aussi pour Sweet Tooth, parce que même vu comment Netflix sabre des têtes, là. Là, bah, pas de Warrior Nun cette année. C'est fini. Et plus de Warrior Nun, ouais. J'ai vu les gens étaient vénères pour ça. Hein. Mais il y a un vrai fandom. Ouais. Bon, chacun son truc. Hein, c'est comme Lucifer, tu vois. C'est comme c'est certaines séries comme ça qui réussissent à avoir une vraie petite communauté de fans qui sont super impliqués sur un j'ai des univers. potes qui sont fans de Warrior Nun. Qui m'ont dit, ouais, non, enfin, mais il y a des trucs gauleries, hein. En vrai, il y a des trucs gauleries dans les scènes d'action. Bah, du coup, voilà, c'est fini. Il y aura plus de trucs gauleries. Voilà. Chez Netflix, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait intéressant? Bon, je pense qu'on peut pas compter cette année pour God Country ou bah, ni non plus, il y a un truc que t'aimes bien, là. Le truc qui se passe à Harlem, là. Bitterroot. C'est un film Bitterroot, je crois. Bitterroot, bah, pas cette année non plus. Black Hammer, pas cette année non plus. Non, parce que c'est plein de projets, de projets, de toute façon, qui étaient optionnés et dont on n'entend plus grand chose parler, et vu l'état du monde hollywoodien, j'imagine que c'est toujours, enfin voilà, c'est que je sais plus qui c'est qui le disait, mais que quand un film en fait sort, c'est la somme de plusieurs miracles en fait, parce qu'il y a tellement d'étapes où ça peut bloquer, qu'en fait c'est déjà cool de voir ça sortir. Ah non, par contre, pour finir sur la partie télé, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser: est-ce que The Penguin, le spin-off de The Batman, on l'aurait pas à la toute fin de l'année, vu que le tournage techniquement, c'est février. On n'a pas eu trop de nouvelles depuis l'annonce de Christine Milioti. Mais bah, il est tombé en tout cas plusieurs annonces de metteurs en scène et de scénaristes à la fin de l'année dernière. Colin Farrell, normalement, là, est libre une fois qu'il a fini la tournée de promo de Banshees of Bidule, Irlande. Donc ouais, non, a priori, enfin, c'est possible en tout cas. HBO Max aura besoin de grosses sorties pour la fin d'année. Ça s'appellera plus HBO Max d'ici là. Ouais, bah, le nom, c'est Max qui veulent l'appeler, c'est ça? Peut-être, ouais. Bah, du coup, on verra bien. Moi, j'avoue que je suis toujours impatient. Avec le recul, en fait, j'ai eu mes périodes de froid avec The Batman, puis je l'ai revu, je trouvais ça vraiment beaucoup mieux que ce que dont je me souvenais. Puis je l'ai revu, je me suis dit, calme-toi, champion. Et finalement, en fait, maintenant, je pense que c'est un univers que Warner Bros. A vraiment essayé de développer comme un truc très à part, que Gunn, a priori, n'aura pas touché d'ailleurs, hein, de ce qui se dit. J'adore cette phrase de ce qui se dit. On se demande, mais où est-ce qu'il sort ces infos? Est-ce qu'il a des contacts dans le milieu, etc. Non, c'est le Hollywood Reporter, en fait. Vous voulez savoir ce qui se dit. Non, je pensais, en fait, que je t'écoutais parler et j'oubliais que, bah, il y a toute cette partie qui n'est pas que série télé, mais qui est aussi un peu cinéma, que Legendary Pictures, l'année dernière, a quand même signé un contrat avec Sony et Paramount. Et Legendary, bah, c'est Black Hammer, c'est, l'autre série Image, là. Bah, Donny Cates, God Country, c'est eux. Ouais. Je crois qu'ils avaient aussi Sex Criminals. Donc, enfin, ils ont, en fait, c'est un peu qui rachètent, Bitterroot aussi. C'est un peu qui rachètent justement tout ce qui est propriété comics, image, de grande qualité. Et là, donc, ils ont signé un gros contrat avec Sony et Paramount. Peut-être que ça va, les gentils vont enfin progresser, parce que quand on écoute Jeff Lemire en parler, quand on écoute machin en parler, eux, ils disent constamment la même chose. C'est en cours, mais ça prend du temps. Donc,
tant que rien n'est annulé officiellement, on peut considérer que c'est trop court, mais que ça prend du temps. Exactement, tout à fait. Tu te rappelles qu'il y a une série Silk Spider Society aussi qui est en préparation? Ouais, mais ça a avancé là. Ça a avancé. Ils ont confirmé que c'était sur Prime. Parce que pareil, Sony a un contrat avec Prime qui commence vraiment à devenir très 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 gros. Ils ont nommé une showrunner. Donc là, je pense qu'on va plutôt être sur les phases d'écriture. Ça sortira pas cette année, par contre. Non, ouais. Enfin, c'est pas possible. Très bien. Deux petites entrées juste dans le domaine du jeu vidéo. La grosse sortie de l'année au printemps, ce sera Suicide Squad Kill the Justice League, le nouvel opus de Rocksteady, donc les développeurs de la trilogie Batman Arkham, et qui là s'assailleront dans un jeu d'action en coopératif jusqu'à 4 joueurs dans lequel la Suicide Squad est recrutée par Amanda Waller pour, comme dans le titre, tuer la Justice League, puisqu'elle a été corrompue et est contrôlée désormais par Brainiac. C'est aussi le jeu qui permettra d'avoir la dernière performance vocale du regretté Kevin Conroy dans le rôle du Chevalier Noir. Je sais pas si toi t'as vu un peu les trailers de gameplay, donc où t'as quand même pas mal de verticalité dans les niveaux à jouer, plusieurs types de déplacements en fonction de ton personnage et différents movesets pour te battre contre du coup des hordes de robots faceless armies et puis les super-héros de la Justice League. Mais toi, je crois que c'était pas ultra sausax par ce jeu. Non, pas plus que ça. Moi, enfin, ce que j'aimais bien dans les Arkham, c'était justement le côté jeu d'aventure en fait, monde ouvert. Tu te balades où tu veux, tu pètes les gueules que tu veux. Il y avait un vrai scénario, une vraie mise en scène et tout. Là, ça me fait plus penser à une école de jeux vidéo à la Overwatch, tu vois, on va dire, ou à la Titanfall. Ouais, ou Fortnite. Bah, Fortnite, j'ai jamais joué, en fait. Je sais pas exactement comment ça se plume. J'ai cru comprendre qu'il y avait une composante un peu à la Minecraft dans Fortnite qu'il y aura pas, par exemple, dans ce jeu-là. Donc oui, non, moi, c'est juste pas mon délire. Et puis en plus, la Suicide Squad dans le jeu vidéo, c'est peut-être une idée un peu facile. J'aimerais bien qu'on aille chercher d'autres héros que ceux qu'on voit régulièrement au cinéma. Tu vois, moi, encore une fois, j'aurais préféré qu'ils fassent directement un jeu Green Arrow, tu vois, qui aurait été un palliatif intéressant à la saga des Arkham, dans la mesure où c'est un peu le même concept, mais pas exactement, tu vois, parce qu'il y a pas une Arrow mobile, il y a pas, le Green Arrow ne vole pas, etc. Tu vois, ça aurait pu avoir un vrai jeu d'aventure dans les rues, un vrai concept un peu nouveau à explorer, ou bien simplement un jeu Wonder Woman qui va finir par arriver, hein, parce qu'on le sait, il a été annoncé et tout, on n'a pas encore de nouvelles, mais voilà, un Wonder Woman à la God of War, même à la God of War moderne, hein, pas forcément à la God of War à l'ancienne. C'est toujours un truc que j'attends depuis le volume de Azzarello. J'attends aussi un GTA-like dans l'univers de Motofukaz. S'il vous plaît, je suis prêt à donner de l'argent pour un crowdfunding pour ça. Même en top-down, façon GTA 2, ça me va, je suis content. Voilà, un jeu où tu joues Lino qui rentre dans des pièces et qui bute plein de gens, comme dans Hotline Miami. Ouais, grave. Hot Lino Miami, on pourrait appeler ça. Yes, voilà. Il y a un concept. Donc oui, voilà. Celui-là, non, mais tu peux en parler si tu veux. Non. D'accord. Non, parce que je sais vraiment pas. En fait, tout dépendra vraiment du gameplay et surtout du gameplay de l'intelligence artificielle si tu le fais en solo. C'est vraiment, je pense que là-dessus, parce que je suis pas, autant j'aime bien l'aspect coopératif, autant clairement, tu voyais que sur Gotham Knights, ça ne marchait pas très bien. En tout cas, que ça n'apportait pas grand chose. C'était sympathique, mais sans plus. Et tu sentais que, en fait, le jeu avait pas forcément été pensé comme ça, qu'ils avaient voulu l'implémenter après. Et j'espère donc que Rockstar n'a pas fait la même erreur et que c'est un jeu qui, effectivement, dès le départ a été... Rocksteady. Oui, Rockstar, c'est GTA. Que Rocksteady n'a pas... a pensé dès le départ à ce que ce soit vraiment un jeu fait pour de la coop. Et que, du coup, si tu le fais seul, limite, tu ressens peut-être un manque ou tu sens vraiment que c'est pas fait pour ça. Bon, tu sais, Left 4 Dead, c'était très bien en solo aussi, hein. Ouais, mais après, j'ai un peu plus de problèmes avec la direction artistique, je trouve. Ouais, ça, on est d'accord là-dessus. Mais c'est vieux, hein, déjà chez Rocksteady, moi, certains designs de vilains ou de vilaines, surtout. Ouais, mais oui, en plus ça vieillit mal, quoi. Mais c'est plus une question de cara design plus que juste de performance technique. En fait, je trouve juste que les costumes choisis, les apparences données sont pas ultra intéressantes, en fait. Et peut-être que l'aspect trop photoréaliste du truc, à la limite pour un jeu aussi qui a l'air d'être limite, moi, ce que j'ai l'impression que c'est un jeu en fait qui aurait dû être confié à genre à Platinum Games et être fait en cel shading, tu vois. Bien sûr. C'est plus comme ça que je le vois et c'est pour ça que la façon dont ça se présente et donc j'espère que les équipes vont bien, qu'ils ont pas fait trop de crunch et tout ça, mais ce que j'ai l'impression aussi que à mon avis c'est un boulot monstre qui doit battre, mais j'espère me tromper. Enfin, je sais pas, moi ça fait un peu c'est un studio qui a pas sorti de mauvais jeux quand même au final en 10 ans. Donc, non, c'est sûr, mais bon après ça veut pas dire que tout le monde peut se planter, hein, déjà pour commencer. Oui. Et ensuite là ça fait un peu la fausse bonne idée.
Tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme dans le clip de Fatal Bazooka. Exactement. Par là, ma main. C'est aussi une vieille référence. Désolé si vous êtes jeune et cultivé, parce que vous avez pas ces références pourries d'Arnaud. Mais tu vois, ça fait un peu genre, ok, d'accord, il faudrait que Rocksteady retravaille sur un jeu parce que les Arkham sont des jeux cultes et tout. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Qu'est-ce qu'il y a comme équipe qui est bien en ce moment au cinéma? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme jeux comme personnages qui sont au cinéma? Ah, bah, il y a la Suicide Squad, ils ont eu un animé à eux, ils ont eu deux films à eux. C'est conceptuel. Puis ils avaient différents héros pour différents gameplays. Je sais pas si tu te rappelles, mais ils avaient déjà mis Warner Bros Games Montréal sur un jeu Suicide Squad à l'époque. Oui, tout à fait. Qui avait été avorté. Voilà. Et après, tu rajoutes l'idée, bah, qu'est-ce qu'on peut faire comme gameplay qui ressemble un petit peu à un jeu d'équipe comme ça? Bah voilà, Fortnite, bah voilà, Overwatch et tout. Tu vois, ça fait un peu, ça me paraît pas aussi inspiré que la révolution, quand même, qui était Arkham Asylum à l'époque. Enfin, qui aurait pu croire à l'époque, en plus du jeu à licence pourri qu'on avait, même chez Warner Bros, il y a des bons jeux Harry Potter par-ci par-là, mais un jeu de ce niveau-là, de ce calibre, qui tenait la gueule au Witcher et tout, enfin, c'était quand même assez surprenant. Donc, ouais, non, moi, non. Limite, tu vois, à l'inverse, comme tu dis, effectivement, Platinum qui a quand même fait en plus le meilleur jeu Sin City qu'il y aura jamais, puisque c'est pas un jeu de Sin City, mais il y a Mad World quand même, qui était magnifique en cel shading. De la même façon, tu sais, genre quand Capcom avait fait les Marvel vs Capcom 3, je dis parce qu'il y a la Ultimate aussi, avec ce cel shading qui était magnifique, qui rendait super bien, qui était très lisible, qui était très beau. On n'a jamais eu de jeu qui ont utilisé ce truc-là avec le moteur de l'époque qui était le MT Framework 3, je sais plus, bref. Mais voilà, enfin moi c'est ça que j'aimerais retrouver. Tu vois, ce genre d'esprit qui fait plus arcade, qui fait plus comics, qui fait plus du coup c'est Joe, le jeu Hellboy qui a été annoncé par contre. Exactement. Voilà, transition toute trouvée. Pourquoi? Parce que même si donc les roguelites, du coup en fait j'ai compris comment ce que c'était. Et en fait par exemple un jeu comme Enter the Gungeon c'est un roguelite du coup. C'est comme Diablo, je t'ai dit les roguelites. Oui, mais mais du coup ça prend différentes formes. Bref, peu importe. Mais en fait du coup maintenant je réalise que je joue à beaucoup de ce genre de jeu en fait. Et voilà. Toi, tu joues pas à Clash of Clans sur Facebook? C'est une vraie question, c'est une blague. Non, c'est vrai que tu joues à Candy Crush, pardon. Oui, exactement. Ouais, voilà, ça, tout à fait. T'es un vrai gamer. Oui, tout à fait. Continue. Mais je joue qu'à des jeux indés, moi, de toute façon. Tu sais, là, j'ai vu qu'il y avait une version augmentée de Beyond. Merde. Voilà. Beyond Two Souls? Non, pas Beyond Two Souls. Beyond Good and Evil? Non, putain, la vache. Waouh, j'ai un vieux trou de mémoire affreux. Le jeu d'horreur indé, en 2 dimensions, t'es dans un building. Slenderman? Lone Survivor. Ah, Lone Survivor. J'ai vu qu'il y avait une édition augmentée avec Blood Venus, il faut que je la mette, absolument. C'est pas mal ce truc. Mais tu vois, là, c'est Hotline Miami, Gungeon. Ouais, toi, tu préfères le pixel art. The Friends of Ringo Ishii. Ouais, exactement. Ouais. Carrément, je joue quasiment plus que à ça. Et à Civilization 5. Voilà. 6, pardon, même, d'ailleurs. Donc, là, pour le coup, génial, parce que c'est quoi? C'est l'esthétique de Mignola, enfin, pour de vrai, qui bouge. On n'a pas eu de vraie série animée Hellboy, on n'a pas eu de vrai film d'animation Hellboy dans le style de Mignola. Quelque part un jeu vidéo, moi je m'y attendais pas du tout. Je pense je m'attendais plutôt à un jeu vidéo à la Wolf Among Us où tu jouerais un Hellboy qui fait on a toujours pas de nouvelles du 2 hein. Ouais, j'attends aussi. C'était incroyable le premier. Et donc voilà, là tu vois la vidéo et tu vois effectivement Hellboy qui bouge comme tu l'imaginerais bouger à l'intérieur des planches de Mignola avec c'est les contours des ombres. C'est les appâts comment ils ont trouvé une techno qui rend à ce point-là la justesse du trait. Et effectivement, voilà, c'est un monde qui est riche, qui a un bestiaire qui est fou, qui a 1 million d'idées que tu peux aller piocher dans les BD, avec un héros charismatique, trop bien. Enfin, franchement, là, moi, c'est ce genre de jeu-là, mais voilà, j'allais dire Hollywood, non. Ville du jeu vidéo qui n'existe pas, fais-moi ça plus souvent. Tu vois, fais-moi ça avec les Tortues Ninja, ça a déjà été fait un peu en partie. Fais-moi ça avec Batman. Voilà, fais-moi un Batman bien millerien, en 2D, qui pète des gueules et tout. Voilà, je suis content. Et tu vois, on le dit des fois pour les productions séries animées ou d'essais animés en long métrage. À chaque fois, on se dit, mais pourquoi ils ont pas été prendre le trait vraiment du dessinateur? Oui, bien sûr. Tu vois, pourquoi pour faire le Year One de Bruce Timm, ils ont pris un trait à la DCAU? Tu dis, mais non, faites-le avec le vrai trait Frank Miller, c'est pas compliqué et tout. Et ben là, on a vraiment une application de ça. C'est trop bien. Je suis trop content. Je l'achèterai de Day One. Non, parce que je suis pauvre. J'achèterai au bout de 3 mois, en occasion. À 20%. Ah oui, ça veut dire que tu l'attends vraiment beaucoup alors. Oui, mon gars. Clairement, on sent ton enthousiasme, très bien. C'est Switch aussi ou pas d'ailleurs? Je crois que ce sera tout, ouais. Yes. Mais maintenant, il faut passer du côté du grand. Toi, t'es content? T'es grand. Oh, je suis content. Et moi, il y a d'autres jeux que j'attends aussi, donc mais je suis très content qu'ils arrivent aussi, bien entendu. Du côté du cinéma, Marvel Studios aura 3 films cette année. Donc Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dont on parlait avant un petit peu. Guardians of the Galaxy 3, volume 3 de James Gunn, la fin.
des Gardiens de la Galaxie par James Gunn, et The Marvels de Nia DaCosta, donc la suite du film Captain Marvel de 2019. C'était bien son Candyman. Je ne l'ai pas vu, figure-toi. Moi non plus, je m'étais noté, j'ai oublié de le regarder. Je crois qu'il n'est pas trop mal. Alors, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, on a déjà quasiment tout dit. Le seul intérêt du film, c'est d'avoir comme le conquérant et de mettre en image des concept art qui ont été créés pour Ant-Man 2. Dont on avait beaucoup parlé à l'époque. C'est, voilà, la fin d'une trilogie sur un personnage effectivement pas forcément le plus... C'est ça aussi, tu vois, l'année quand même, elle manque d'un firmament, quoi, je trouve. Là, déjà chez Marvel Studios, on a listé les séries, on est en train de lister les films. Il y a pas le Wakanda Forever, bon, même si ça a été une petite déception pour beaucoup de gens, mais c'était quand même le film le plus attendu de l'année. L'année d'avant, c'était un peu Eternals, pareil, qui était un peu une petite déception pour beaucoup de gens. Moi, je le trouve mieux que la moyenne Marvel Studios, mais voilà. Là, c'est quoi le gros film Marvel de cette année? Bon, si c'est The Marvels, il va falloir quand même se sortir un peu les doigts, parce que sans vouloir manquer de respect au premier volume, effectivement, à part le côté inspirant pour les gamines de créer une Superman au féminin, c'était pas non plus le plus grand film, le plus mémorable de la décennie Marvel Studios. Donc Ant-Man and the Wasp, voilà, Jonathan Majors qui reprend le rôle de le conquérant. On voit qu'il a le costume cœur bien, on voit que dans les faits, ça devrait effectivement ouvrir un peu de backstory et de donner du fond et du corps à ce vilain qui pour l'instant c'est surtout résumé à j'existe et dans le multivers je suis parfois plus méchant que maintenant et on se tape sur la gueule de temps en temps. On avait que ça comme élément pour l'instant, donc là on va avoir enfin la vraie intro du vilain, tu vois, c'est un petit peu comme dans Avengers 1 où Thanos se retourne, et puis dans Les Gardiens, tu vois Thanos sur son trône, tu te dis ah putain ça y est, ça commence et tout. Donc là, de ce point de vue-là, très bien. Par contre, les trailers, c'est fond vert land et c'est pas des fonds verts de haute volée. Enfin, les fonds verts, si, ils sont sûrement très bien, ils sont très verts, tu vois, très lisses et tout. Du bon tissu. Voilà, c'est ça, c'est de la toile de qualité, tu t'assieds dessus et tout. Mais par contre, les gens qui mettent des images dessus sont soit sous-payés, soit pas assez nombreux, soit ont trop peu de temps pour faire des images correctes. Et comme je le disais tout à l'heure, vu Kevin Feige, personne ne lui dit rien par rapport au rendu, c'est quand même dingue, ça, je veux dire. Disney, il rachète Avatar. Il rachète la Fox. Et ils laissent Cameron continuer à faire ses trucs Avatar. Ils savent que ça coûte un pognon de folie. Ouais, mais ils savent que ça va faire un pognon de folie aussi. Oui, mais Marvel Studios, ça fait du blé aussi. Enfin, quand tu vois le budget de leur film par rapport au rendu visuel, tu te demandes d'ailleurs où passe le pognon. Enfin, moi, j'aimerais bien pour dans les contrats des stars. J'aimerais bien voir vraiment le bilan comptable chiffré d'un film Marvel Studios au hasard. Après, c'est vrai que quand tu prends des fonds verts pour faire un garage dans Black Widow, tu te dis ouais bon, effectivement, vous avez beaucoup trop de trucs à perdre. Par contre, le garage rend bien, hein, ça, y a pas de souci. Donc oui, là, c'est effectivement pas très jojo, et vu que le film va se passer en grande majorité dans le Quantum Realm, bon, ça risque de pas être le plus beau film de l'année. Après, le reste va dépendre de si on est fan ou pas des Ant-Man 1 et 2. Dites-nous, y a pas de honte. Chacun ses secrets. Ça tenait sur le charisme de Paul Rudd, sur le côté un petit peu comique avec Michael Peña aussi, il y avait quelques petits trucs sympas quand même. Avec l'agent Jimmy aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas mémorable. Mais là, justement, l'enjeu qu'ils vont avoir, c'est que à l'inverse des deux précédents Ant-Man, qui en fait venaient conclure à chaque fois les phases en mode c'est l'épilogue d'un film beaucoup plus important. En fait, là, c'est vraiment le film qui est censé faire l'ouverture. Et c'est pour ça qu'en termes d'enjeu narratif, ça doit aller beaucoup plus loin. Et on va voir en fait si Peyton Reed arrive à nous faire croire ça. Mais moi, c'est un truc qui m'emmerde, ça aussi. Genre, t'étais obligé d'aller voir Ant-Man 2, alors que le film, en soi, n'a pas forcément de raison d'être vu. Non, mais il était sympa. Oui, mais tu vois, un film sympa, normalement, tu pourrais t'en passer. Alors que là, Feige, il avait bien dit, attention. Non, mais c'est là qu'on va dropper l'explication pour le retour en arrière. Mais bien sûr, mais ça, c'est juste du marketing intelligent. Voilà. Et là, il nous fait la même chose. Vous avez pas envie d'aller voir Ant-Man 3? Eh ben, si, vous avez envie, parce que dedans, il y aura Kang. Vas-y, va le voir, enfoiré. Et t'es en mode, mais gros, mais tu veux pas juste me mettre dans un film avec un héros intéressant? Et peut-être que du coup, j'irai le voir avec plaisir. Parce qu'en plus, moi, j'adore Paul Rudd. Vraiment. Et Evangeline Lilly moins, du coup, mais enfin, bref, voilà. J'ai pas envie de voir ce film. Et les Guardians et les Marvels, les deux autres de Marvel Studios? Les Guardians, pareil, le trailer était pas aussi généreux, fou et musical que ceux d'avant. Enfin, les autres trailers des autres films de James Gunn pour Marvel. Mais comme on le dit à chaque fois, moi, Gunn m'a jamais déçu, pas plus sur le Holiday Special que sur le reste de sa carrière récemment, même jamais d'ailleurs, en fait. Il m'a jamais déçu, même sur ses films personnels. Enfin, plus personnels. Là, voilà, moi, ce qui me déçoit un peu, c'est peut-être le design de Warlock et l'impression, effectivement. Mais t'as Bautista qui en parlait, il a fait une interview récemment où il a dit qu'il voulait pas être le nouveau The Rock, que lui, ce qui comptait, c'est le cinéma, qu'il voulait être vu comme un acteur respectable et tout.
et qui dit franchement c'est bien que ça s'arrête les gardiens parce que là justement moi j'en ai marre de faire le gogol qui rigole à tout, tu vois. Et effectivement c'est vrai que par exemple Drax, à part il se passe un truc qui est pas rigolo du tout et lui rigole avec en pointant le doigt vers le truc, tu te dis bon ça effectivement on l'a quand même pas mal vu déjà. T'as pas l'impression que les personnages ont énormément évolué depuis le 1. Il y a des évolutions, hein, mais elles sont subtiles. Et l'humour, en fait, reste toujours sur la même tonalité. Donc peut-être qu'effectivement, c'est bien de s'arrêter au 3e. Et comme on l'a déjà dit, malheureusement, moi, je suis déjà passé à autre chose avec James Gunn. Je veux maintenant le voir faire un film Superman. Je veux le voir diriger le navire d'essai. Là, c'est encore une fois une étape obligatoire. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Un peu comme toi. Je suis pas, enfin, moi, j'ai pas du tout aimé la bande-annonce. Ça m'a vraiment pas parlé, alors que pourtant, je suis très client du travail de James Gunn, notamment sur les trucs qu'il a fait récemment chez DC avec The Suicide Squad et Peacemaker. Et je t'avoue que je sais pas si c'est parce qu'il s'est passé trop de temps, parce qu'il a été débouté du projet, puis il est revenu quand même, parce qu'il y avait ce côté de, en fait, on le reverra plus chez Marvel Studios, et tant mieux, il va faire maintenant tracer sa route ailleurs. Que là, j'ai l'impression qu'en fait, il est là pour effectivement terminer juste quelque chose qu'il avait commencé. Mais autant c'est d'être important pour lui, pour un peu dire au revoir au personnage, monsieur au crew avec qui il a travaillé pendant toutes ces années. Autant j'ai l'impression que nous, on n'a pas besoin forcément fait de cet au revoir. Parce que même leur présence dans Thor 4, c'était pas ouf non plus au final, c'était pas si important. Moi, ça servait à rien, donc, surtout. C'est même pas un gag en plus, tu vois, c'était juste. Puis il y avait le gag de. Il se prend le manteau de Thor dans la tronche et puis il fait le coup de faut que tu regardes quelqu'un que tu aimes dans les yeux. D'accord, ok, il y a un gag dans ce cas-là, mais je veux dire déjà. Et t'avais des chèvres aussi. Comment ils ont réussi à aussi mal. Mais après ça, c'est la malédiction de la saga Thor. Hein. C'est un coup il perd un œil, dans le film suivant il retrouve son œil, un coup il a plus besoin d'une arme, il a ses pouvoirs, dans le film suivant il faut une arme quand même. À la fin de Endgame, je vais aller faire un truc les gardiens, j'en ai marre d'être le roi de Asgard. Ok, film suivant, il faut défendre Asgard et t'es plus avec les gardiens. Tu dis bon, mais c'est la malédiction de Thor, il y a pas de. Kevin Feige n'aime pas Thor. Et The Marvels alors? The Marvels, je suis curieux parce qu'effectivement, Nia DaCosta avait l'air d'avoir un profil plutôt ambitieux. Avait l'air de s'inscrire un peu dans cette espèce d'école d'horreur sociale qui avait été ouverte, ou réouverte plutôt par Jordan Peele avec Get Out, qui est à la prod d'ailleurs, je crois, sur le film Candyman. Oui. Si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait donner. On n'a pas eu de premières images. J'ai été assez content de la série Miss Marvel quand même. Je sais pas quel est le consensus critique dessus. Moi, je trouve ça cool. En fait, c'était bien. C'est pas pareil d'ailleurs. Il y avait bon des public, idées, bon public. Il y avait des idées qui ont été repiquées à Spider-Verse aussi d'ailleurs au niveau de la mise en scène et de l'habillage visuel du truc. Donc non, moi j'étais content de ça. Bon, le personnage de Monica Rambeau, du coup, telle qu'elle était introduite dans WandaVision, c'est trop peu pour avoir une idée de ce que ça pourra donner en tant que super-héroïne. Brie Larson, j'avoue que je commence à en revenir après avoir été très amoureux d'elle pendant très longtemps. Parce que voilà, il y a un phénomène de starification qui ne lui ressemble pas, je trouve. C'est qu'avant il y avait vraiment un côté cette actrice super sympa que tout le monde aime bien et qui fait des petits produits cool comme Scott Pilgrim, comme Jump Street, comme tout ça. Et en fait, avec le temps et le fait d'être devenue une superstar, en fait, je trouve ne fit pas au profil. Tu vois, c'est un casting qui pour le coup est évident, en plus pour Carol Danvers, parce que quand tu la vois dans Endgame avec ses cheveux courts, tu te dis oui, c'est effectivement Captain Marvel. Mais à mon avis, elle est pas à sa place. Enfin, on lui demande pas de jouer le truc qu'elle sait faire. C'est-à-dire de jouer justement cette nana qui est juste en fait naturellement gentille, naturellement cool, naturellement imposante, parce que physiquement en plus elle est plutôt imposante. Elle fait de la muscu et tout. Mais voilà, enfin moi il y a un truc qui marche pas du tout, quoi. Donc j'attends de voir. Hein. Encore une fois, j'étais plus satisfait de ce qu'elle a donné dans Endgame que dans Captain Marvel, ce qui est paradoxal quand le film a été tourné avant. À voir si vraiment on change complètement de braquet, parce que Captain Marvel 1 c'était quand même extrêmement plat, ça jouait très mal avec l'héritage de Gunn justement sur le cosmique et tout, mais moi c'est l'idée de retrouver Kamala Khan, d'avoir un petit film justement qui soit le premier film d'équipe héroïne féminin machin, pourquoi pas, franchement. À mon avis c'est faire le cosmique qu'il faut aller en fait pour renouveler un peu la formule Marvel, parce que la Terre on a fait le tour, et en plus plus on s'en approche plus c'est débile. Parce que plus on reste sur Terre, plus il y avait 40 000 factions qui étaient dans les ténèbres depuis le début, plus l'échelle de puissance des pays, etc. n'a plus aucun sens. Maintenant, la France va piquer du vibranium au Wakanda, alors qu'il y a des aliens qui apparaissent dans le ciel, c'est complètement con. Je suis en train de m'énerver. Mais bref. Donc moi, c'est par là qu'il faut aller. On n'a pas encore creusé le quart de ce qu'est le cosmique chez Marvel. Et le vrai cosmique, j'entends, pas juste le spatial. Et c'est là qu'il faut aller. Donc allons-y. Une trilogie sur le tribunal vivant. Ouais, par exemple. Mais même, tu vois, dans Loki, justement, on s'approche un peu plus du cosmique. Bon, évidemment, on va le déboulonner, hein, parce que voilà, il faut quand même pas qu'il y ait vraiment des dieux qui prédisent le futur et tout. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire, à mon avis. C'est en plus là, au niveau visuel, justement, Loki,
qui avait cette direction artistique à la Brésil et tout, qui était intéressante, bah c'est ça, il faut aller créer une nouvelle civilisation et tout. Du côté de Warner, Il y a un peu Corentin. moins de Russell Crowe qui fout des gens à poil avec un flicker ou qui jette son éclair pourri. Du côté de Warner. Oui. On a 4 films cette année. Ah. A priori. Ah. On a Shazam Fury of the Gods. Je connais pas. On a The Flash. Connais. Malheureusement. On a Blue Beetle et on a Aquaman and the Lost Kingdom. Et on a un énorme problème pour DC, c'est que tout le monde sait, enfin, pour la partie fandom qui s'en tient au courant de l'actualité, tout le monde sait que James Gunn est maintenant à la tête, que ce qu'il va faire visiblement, c'est quand même une forme de soft reboot à base de recasting de pas mal de personnages. Ou de reboot tout court. Ou de reboot tout court, à voir, je sais pas. Faut vraiment attendre par rapport à Wonder Woman ce qu'il va faire, quoi. Mais c'est vrai qu'on va déjà rebooter Superman, ça c'est sûr. Par rapport à The Flash, tu veux dire? Hein? Ah, tu veux dire pour Gal Gadot? Oui, pour Gal Gadot. Qu'est-ce que va faire James Gunn avec Gal Gadot? Parce qu'il y a plus déjà. Ouais, tu penses qu'elle repart pas? Elle revient pas? Bah, très évident quand même. Très bien, non, mais pourquoi pas. Hein. Mais voilà, tout le monde sait au final que quoi que le film puisse raconter The Flash, bah de toute façon les autres aussi, on s'en fiche un petit peu de ce qu'ils vont raconter parce que c'est des portes fermées. Enfin, a priori. Bah, déjà ça. Parce que Jason Momoa aussi, a priori, devrait arrêter Aquaman pour faire Lobo, peut-être. Enfin, la piste la plus logique. En tout cas, il a déclaré que ça lui avait ouvert les portes d'un Dream Project. Voilà, d'un projet passion. Et vu qu'il avait déjà milité pour prendre le rôle de Lobo, enfin, peut-être pas forcément. Il y a peut-être d'autres personnages musclés, badass et barbus que, voilà, enfin, l'univers DC est riche et plein de promesses. Peut-être qu'il va jouer Jor-El dans le futur film Superman. Non. Ce serait marrant quand même. Mais tu sais, je suis un scientifique. Pardon. Moi, c'est plus... Enfin, il peut très bien jouer un scientifique s'il veut. Moi, c'est plus... déjà, Shazam, la colère des dieux, le script avait fuité. Ce qui veut tout dire et rien dire, hein, parce qu'on a déjà vu le script de Black Panther Wakanda Forever qui avait fuité, c'était pas vrai. Enfin, il y avait des idées qui étaient vraies, mais pas tout. Ce qui a l'air d'énerver les gens, je vais pas vous spoiler par rapport à ce qui se passe dedans, mais c'est que le film essayait plus de build sur le côté, c'est un univers partagé, alors que le premier avait juste cette scène post-générique avec le cascadeur qui jouait Superman sans son visage. Affreuse scène. Donc oui, et puis le premier était pas un succès monstrueux, le deuxième, a priori, si on en croit l'idée que les héros avec un logo de foudre sur leur torse, ça fait quand même 3 d'affilée avec The Flash. Que les héros avec la foudre sur leur torse marchent bien au cinéma, bah, d'après Black Adam, non. En même temps, vu qu'il n'y a pas de lien qui se fait entre les deux, bah, voilà. Pour The Flash, moi, c'est vraiment, c'est le plus gros point d'interrogation. C'est quelle gueule ça va, c'est limite pas qu'est-ce que ça va me raconter, mais juste quelle gueule ça va avoir. Mais est-ce que même c'est utile si effectivement ils comptent faire un reboot derrière? Tu vois, parce que le film lui-même, apparemment, a été pensé comme pour être le Flashpoint de l'univers DC, pour offrir une porte de sortie à Superman et à Ben Affleck, qui en plus devrait encore être dedans. Donc c'est quand même super paradoxal. C'est au moment où tu vas rebooter l'univers DC, en te passant du coup de Ben Affleck, de Henry Cavill et de Jason Momoa et de Black Adam. Alors on vient de voir Superman Henry Cavill dans le film précédent. Là, tu vas avoir un film où tu auras Ben Affleck qui va jouer Batman, où il y aurait dû avoir Henry Cavill mais qui a été coupé, où il y aurait dû avoir Gal Gadot mais qui a été coupé, et où tu auras Michael Keaton qui va dire maintenant c'est moi le nouveau Batman de l'univers DC. Et a priori ça aussi ce sera coupé puisque en tout cas on n'a aucune piste par rapport à un éventuel retour du personnage à terme et qu'il a déjà disparu d'Aquaman 2 et de Batgirl puisque Batgirl a disparu elle-même. Donc ouais, c'est à mon avis, donc là encore une fois j'y reviens, année de transition au moins pour l'univers DC parce que là tout ce qui sort effectivement appartient déjà au passé alors que c'est même pas encore sorti et que un film qui était créé pour prévoir le futur va prévoir un futur qui a déjà été annulé quoi. Donc et accessoirement Ezra Miller même si ça va mieux depuis que Yale est entré en thérapie, on n'a pas eu de nouveaux esclands, Yale a tué personne a priori. Si elle maintient ce cap-là jusqu'à la sortie du film, ils pourront assumer la campagne de promo, ils pourront le sortir. Et je pense que le film fera de l'argent en plus parce que. Il y avait quand même des rapports qui disaient que apparemment les actionnaires pensent tenir quelque chose avec autant de succès que. Non, que The Dark Knight. Ah, que The Dark Knight. C'est 1 milliard The Dark Knight. Ouais, ouais. C'est pas non plus. Mais effectivement, parce que justement, c'est le No Way Home de l'univers DC en quelque sorte, puisqu'il y a Michael Keaton qui revient jouer Batman dans un film commun avec Ben Affleck. Il y a Supergirl, ça, je pense que tout le monde s'en fout très honnêtement. Mais c'est cette idée de la consommation nostalgique et de rapatrier des vieux comédiens et interprètes au sein d'un même film,
Peut-être que ça peut faire la différence, peut-être que ça peut être le truc qui effectivement va plaire aux gens. Et en même temps, il y aura aussi peut-être des gens qui vont juste se déplacer pour assister à l'adieu de Ben Affleck. Les fans de Zack Snyder seront probablement au rendez-vous, soit pour bitcher, soit parce que leur boycott Warner Bros, on n'y croit pas une seconde, les frérots. Enfin, je sais pas s'il y en a encore beaucoup qui nous écoutent, mais à mon avis non. Mais on n'y croit pas une seconde. Vous allez les voir ces films-là, parce que sinon vous n'auriez pas le droit de râler dessus sur les réseaux sociaux, donc ce serait quand même dommage. Et là, en plus, comme il y aura Ben Affleck, vous allez au moins vous déplacer pour pouvoir jeter des canettes à l'écran. Faites pas ça vaut beaucoup d'argent en écran de cinéma, c'est du PVC, c'est très rare et c'est chiant à refabriquer ensuite. Donc voilà, enfin, à mon avis, ce film-là, au moins, il sera rentable, contrairement à Black Adam. Shazam, il coûte certainement beaucoup moins cher, donc c'est possible qu'il gagne 10, 20, 30 millions symboliques. Quant à Blue Beetle, grosse interrogation quand même. En vrai, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas comment ça va se goupiller. Déjà parce que le film, bon, a priori, est vraiment un truc très isolé, qui ne devrait pas. On pourrait même considérer que c'est une sorte, encore une fois, d'héritier indirect de Spider-Verse, plus ou moins. Enfin, en tout cas, ça court dans les mêmes sphères, parce que déjà, Rémi Reyes, il apparaît après Miles Morales de mémoire, que c'est effectivement un héros qui est inspiré par Spider-Man, qu'il est latino-américain comme Miles est à moitié latino-américain, et que c'est un héros qui est jeune et qui va représenter un peu une communauté un peu moins mise en avant par le cinéma de super-héros. C'est un peu le premier d'ailleurs, un film live action avec un lead latino-américain. Du coup, oui, voilà, je crois bien. Ouais. Donc ça, il faudra voir effectivement si ce calcul, ce pari marche. Parce que jusqu'ici, quand Marvel Studios le faisait avec le premier film de super-héroïne, le premier film de l'ère moderne, et le premier film de super-héros noir de l'ère moderne, ça marchait à chaque fois. Mais c'est Marvel Studios. Ils ont un poids, une assise marketing et un public de fidèles qui a toujours été là. DC, comme on l'a bien vu avec Black Adam, ça ne marche pas. Enfin, ça ne porte pas de ses fruits. En fait, les fans de DC se déplacent quand il y a Batman au cinéma, et quand pour le reste, soit c'est vraiment surprenant comme Aquaman qui a été un succès monstrueux, soit c'est au petit bonheur la chance comme Wonder Woman où le 1 marche bien, le 2, bon, évidemment, est amputé par la période Covid, mais même tout le monde, enfin personne s'est gêné pour dire que c'était un film de merde et que c'était même pas la peine de faire le 3. Donc ouais, non, moi je suis curieux en fait de voir est-ce que Blue Beetle, qui pareil un produit à petit budget, va tirer son épingle du jeu, va amorcer un nouveau mouvement, va accompagner Spider-Verse aussi, parce que quand même la même année on a Miguel O'Hara, Miles Morales et Rémi Reyes au cinéma après avoir déjà eu Namor campé par un acteur mexicain. Peut-être que c'est un vrai nouveau mouvement qui arrive, peut-être qu'effectivement, comme tu l'as déjà dit dans un podcast, Arnaud, privé du public chinois, les films de super-héros vont tourner leur regard vers l'Amérique du Sud, où il y a quand même des centaines de millions de gens qui sont prêts à payer une place et qui ont des enfants eux aussi. Donc, et leur mode j'imagine que leur mode de vie et leur façon de consommer la culture est plus proche de ce que tu retrouves aux États-unis que de ce que tu retrouves en Chine. À tel point qu'ils plagient les putsch politiques maintenant. Oui, c'est vrai. Ils sont très inspirés par les États-Unis, c'est dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc ouais, voilà, ce serait intéressant de voir ça, et intéressant pareil de voir si cette espèce de double dose, parce que quand même, rappelons-nous que Blue Beetle au départ c'est HBO Max, puis s'il a été basculé en format film, là où Bad Girl était resté HBO Max, et David Zaslav avait dit c'est stupide de faire des films à gros budget sur HBO Max, passons-les au cinéma. Et pareil pour Wonder Twins, qui aurait dû a priori être une prod HBO Max et qui sont coupés. Du coup, est-ce que cette espèce de double dose de rebond entre justement un film qui était au départ prévu pour un petit public et qu'on bascule en l'offrant au grand public en se disant c'est là que l'argent est à faire, c'est au cinéma, est-ce que ça va porter ses fruits, tu vois, ou est-ce que justement ce genre de petit produit là est peut-être déjà dans l'esprit des gens rentrer dans la catégorie des films de streaming que tu regardes avec ta copine ou ton copain sur le canapé. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas un engagement, c'est au très grand spectacle et tout, je pense que c'est ce qui avait manqué à Shazam, tu vois, c'est que le trailer te montrait pas de vrais gros trucs, tonitruants, alors qu'Aquaman c'est l'inverse, Aquaman c'était très tonitruant et tout. Et donc Aquaman 2, pour finir, là c'est très compliqué, encore une fois, de se positionner sur un succès éventuel. Moi, au niveau qualité, je pense que ce sera comme dans le premier, ce sera à la fois un truc très algorithmique qui va emprunter à plein de films que t'as déjà vu avant, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux, machin, bidule. En même temps, c'est littéralement la suite du premier parce que c'est les mêmes méchants. Ocean Master qui ressemble à un clodo de la plage et Black Manta qu'on verra sûrement un peu plus que dans le premier. C'est les mêmes personnages. Parce qu'ils inversent l'ordre de présence par rapport au premier. C'est ça, mais c'est les mêmes personnages, même metteurs en scène, c'est la même équipe. Des nouveaux costumes pour Arthur Curry. Est-ce que le film va marcher? C'est une vraie question dans la mesure où ça fait longtemps que les gens l'attendent, au point qu'on peut se demander est-ce qu'ils l'attendent encore.
4 ans. 4 ans, ouais. Et encore une fois, c'était C'est un long, succès hein, surprise, le c'est premier. long. Ouais, et grâce à la Chine aussi, Voilà. qui a fait, j'avais vérifié, qui avait fait un tiers du box-office. Tout à fait. Et puis paradoxalement, le film a marché, il a pas non plus engendré un fandom de folie. Non. Tu vois, il y a pas je sais pas, les gens ont kiffé juste, les gens ont kiffé parce que c'était fandard, c'était bonnard, mais c'est pas, les gens se sont aussi rendus compte après que ce n'était pas un grand film quand même. C'est ça. Enfin, je crois. Il n'y a pas eu de tatouage Aquaman. Oh, des tas de Jason Momoa, si, par contre, il y en a à la race. Si, mais peut-être que pareil, le fandom Johnny Depp va se déplacer massivement en salle pour pouvoir insulter l'écran en disant Amber Heard, connasse. Bah non, justement, ils doivent boycotter le film. Oui, c'est vrai que pour le coup, je pense que c'est du vrai boycott. En plus, parce qu'ils sont très, 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 très énervés pour des raisons qui m'échappent. Mais donc voilà, pour le bilan d'essai, pour moi, petite année quand même. Hein. Ouais. À part The Flash, encore une fois, ça... C'est pas tant que les films n'ont pas d'envergure que le problème, c'est que justement, tu sais qu'il y a a priori, ne mène à rien d'autre. Blue Beetle mènera à Blue Beetle 2, quoi. Mais... Bah, pas sûr, non, justement. Wow, j'y crois pas du tout. Oh, moi, j'y crois. Bah, si James Gunn veut vraiment tout réécouter... James Gunn, il va valider Blue Beetle 2. D'accord. C'est typiquement le genre de connerie qui doit lui plaire. Très bien. En plus, c'est une nouvelle franchise, c'est un personnage qui a de l'avenir dans la mesure où il est jeune. Oui, mais quand même, avant ça, Kraven the Hunter. Ah, ouais. Pour rester dans le live action. Bon, Kraven the Hunter. Écoute. Quel projet bizarre quand même. C'est qui déjà le metteur en scène là-dessus? Ah zut, je l'ai plus, mais je l'avais. C'était pas un mec talentueux aussi? Si, c'est aussi quelqu'un de talentueux que tu aimes bien en plus. Je m'en rappelle. À chaque fois, tu me dis, mais si. Oui, c'est Jesse Chandor. Voilà. Je l'ai. Chambord, ouais. Ouais, exactement, Chambord. Chandor! Raciste. Donc, Jesse Chandor, effectivement, Triple Frontière, Of Mos Eisley Here, très grand metteur en scène, qui fait un film Sony. Ça ne vous rappelle rien? Moi non plus d'ailleurs. Bon, ce sera sûrement la croûtasse Sony de l'année. La saucisse. Mais moi, je ne désespère pas qu'un jour, sans le vouloir, il fasse un bon film. Hein. Tu sais, genre, un mec se casse la gueule avec, dans la salle de montage, et hop, il reprend les morceaux du film et il dit, oh, attends, dans ce sens-là, c'est quand même plutôt pas mal. Tu veux dire le film avec sur le Hypno Hustler? Ouais, c'est vrai que ça existe aussi. Et puis Madame Web qui a été repoussée à 2024. Arnaud, vas-y, dis du mal de Sony. Au lieu de t'endormir en m'écoutant parler. Non, mais j'ai pas plus de mal à dire que ça, que c'est même pas, enfin, c'est que le film, à mon avis, présente, enfin, pour moi, ce sera un Morbius-like. Ce sera un Morbius. Il y a Russell Crowe aussi dedans. Oui, non, mais c'est ça, c'est que, non, et même, il y a plein d'acteurs et d'actrices talentueux qui reviennent à chaque fois, mais qui viennent dans un projet nul, qui est toujours à la base mené par des gens qui ont eu en fait une intention qui est complètement pétée de vouloir faire un univers partagé de vilain de Spider-Man sans Spider-Man dedans, et qui repose toujours sur la promesse que peut-être va y avoir Spider-Man dedans. Sauf que maintenant, je crois qu'on a compris au bout de 3 films que avec 0 Spider-Man littéralement, qu'en fait, non, c'est de la carotte, tu vois. Mais est-ce que tu penses que dans la scène post-générique, Kraven va lécher la télé en voyant Tom Holland? Ça, très certainement, quoi. Parce qu'il va être venu dans un désert et il va rejoindre, il va arriver pile à la fin de la scène de post-générique de Morbius. Il va arriver, il va retrouver Morbius et Michael Keaton. Puis autant je suis Kraven, je suis nouveau dans le coin. Puis autant Morbius a une histoire, tu peux faire son origin story sans Spider-Man. Autant Kraven, je trouve que c'est quand même vachement dur de faire un film sur lui sans l'opposer. Il peut aller chasser d'autres mecs avec des costumes d'animaux pour. Non, il va chasser un vilain. Il va chasser un vilain qui sera comme lui, un mec de Russie, qui aura ruiné sa famille, or some shit. Ça va être ça, le bail. En fait, il va trouver un mec qui est un chasseur comme lui, voilà. Mais ce sera un bon chasseur. Mais voilà, lui, ce sera le mauvais chasseur et Kraven sera le bon chasseur. Et ce sera le bon. Et ça va être ça, c'est sûr. Et t'en as un qui aura une peau de bête et l'autre qui aura une peau de léopard. De bête, mais ce sera un bon chasseur. Non, pour le coup, aucune confiance dans ce produit. Ouais. C'est pour ça que, par contre, la confiance dans les produits, elle est placée dans l'animation, comme toujours, puisqu'on est démordu de ça. En tout cas, c'est là-dedans qu'on pense qu'il peut y avoir de belles choses avec forcément Across the Spider-Verse, Spider-Man, mais aussi, techniquement, le film d'animation Teenage Mutant Ninja Turtles. Mutant Mayhem. Ouais, le titre. Non, alors on va pas garder le titre VF clairement, mais le Mutant Mayhem qui sera peut-être d'ailleurs le Spider-Verse des Tortues Ninja, on sait pas. Ça pourrait être bien, non, mais on n'a pas encore vu d'image, mais bon, dans ce qu'on disait les gens proches du dossier, ça a l'air vraiment bien, ouais. C'est Seth Rogen à la prod. Donc c'est cool parce que Seth Rogen c'est le meilleur. Ce qui est à la prod de The Boys aussi et de Invincible. Et ouais, il est partout ce bâtard. Et il était à la prod de Preacher. Et oui. Côté un peu moins mémorable avec le recul en fait, mais que c'est quand même une bonne série. Un peu. Saison 1 et demi.
Ouais, bah alors Tortue Ninja, on a commencé à voir des designs là. J'ai Tortupédia qui en a mis, qui a mis les Cara design. Ça a l'air très bien, très cool, très années 90. Dans le sens animation, pas dans le sens comics. Parce que Tortue années 90, c'est pas la même chose. Ouais. Spider-Verse, bah très bien. Pareil, que si tu veux rajouter, ça a l'air très beau, très riche, très généreux, très fou. Esthétiquement ambitieux, et un film de course-poursuite où Miles va se faire chasser par tous les Spider-Verse, enfin tous les Spider-Man du multivers. Et parce qu'il a fait un truc qu'il a pas fait. Et ça va être trop bien. Et la bande-son va être extraordinaire. Je pense que ce sera le meilleur truc de l'année. Hein. Non, ce sera Barbie de Greta Gerwig. Non, mais dans notre registre. Dans notre registre. Dans ce qu'on va traiter. Il y a des comics Barbie. Avec. Non, je t'en prie. Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu dis? Bah oui, non. Ça t'apprendra à t'endormir. Comme une merde, le mec baisse sa garde. Ouais. Je suis enculé. Franchement, mais ça te fait une post-générique de folie, là. Ta réaction paniquée en mode genre, qu'est-ce que je viens de dire? Je suis cancel. Obligé de me lisser le discours quand même, ça, quoi. Tu garderas ma blague sur les comics Barbie, quoi. Qu'est-ce que je vais dire? Mais on s'en fout des comics Barbie, Corentin. Donc vraiment dans le registre des comics, des adaptations de comics, c'est Spider-Verse qui sera le meilleur projet. On est d'accord ou pas? Au lieu de te marrer. Oui, on est d'accord. Complètement. Exactement. Je suis grave d'accord avec ça. Très bien, bah écoute. Vive les comics Barbie. Il y a des comics Oppenheimer aussi. Donc voilà. Ouais, non, mais très bien, mais évidemment. Mais c'est bon, on n'a pas envie d'en parler, on veut le voir maintenant, c'est tout. C'est ça. C'est trop long, l'attente est trop longue. Mais en tout cas, de toute façon, on sera là pour accompagner chacun de ces projets, ou presque, avec des podcasts dédiés, bien entendu, puisque ça fait partie de nos formats on-screen. Et donc, on devrait commencer l'année avec Ant-Man and the Wasp Quantumania au mois de février. Et d'ici là, si on arrive à rattraper quelques petits trucs ou qu'on a envie de s'intercaler des projets en plus, Super Crooks. Et bien voilà, comme Super Crooks, effectivement, on aura toujours l'occasion de le faire. Et c'est sur cet entrefait que je vais conclure le podcast. C'est compliqué aujourd'hui. Conclure ce podcast. Donc c'était la deuxième partie sur des attentes de 2023 du côté des écrans. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez particulièrement sur les écrans cette année en termes d'adaptation de comics. Dites-nous si on a loupé quelque chose qu'on aurait manqué et qui figure sur votre planning et dont il faudra alors peut-être parler. Et on vous rappelle que si vous aimez ces podcasts, vous pouvez partager l'émission sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre des petites étoiles sur les plateformes de notation, enfin les plateformes d'écoute, et vous pouvez également nous soutenir directement sur Tipeee. H24, la page elle est ouverte et vous pouvez donc aller dessus. Merci en tout cas à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt dès que j'aurai dormi pour la suite de ces podcasts. Salut.